Il ne parle pas, et pourtant il répond. Le filet du ciel est invisible et silencieux. Écoutez davantage et parlez moins, certain que les réponses viendront d'elles-mêmes, sans préavis et certainement sans cri. Lui, vis-à-vis... Non, mais le jour où tu l'appelles et tu lui dis, Ahmed, quand même, c'est classe que Dieu, il se dise lui-même le Seigneur de Sirius. Parce que nous, Sirius, on a peut-être des cousins là-bas, tu vois. Après, il y a des mecs qui disaient, bon, écoutez, tous les gouvernements mentent à leurs citoyens au sujet du phénomène OVNI. Voilà. Il y a des preuves, il y a des pilotes, que ce soit dans le civil ou dans l'armée, il y a des milliers de témoignages de gens totalement hors doute, enfin au-dessus de tout, voilà. Déjà, c'était pas les mêmes races, quoi. Oui, eux-mêmes, ils sont pas arrivés aux mêmes époques sur Terre. Ils ont évidemment pas contacté les mêmes civilisations sur Terre. Donc, voilà le bordel. Donc, ils n'avaient pas les mêmes intentions selon les... Voilà, ils n'avaient pas non plus les mêmes intentions. Exil. Ouais, en tout cas, Asimov, lui, il dit clairement, les Juifs n'ont jamais été en captivité en Égypte, puisque c'était une caste à part, qui payait pas d'impôts, qui n'étaient pas dans les travaux sur les pyramides et compagnie, bref, bon, ok, moi je m'en fous. Le cosmos conscient de lui-même, qui les Dogons appellent donc Amma, quoi, lui, il envoie des esprits aux quatre coins de son univers en expansion, puisque les Dogons avaient carrément compris que l'univers, il était non seulement en mouvement permanent, mais surtout en expansion, quoi. Donc là, encore une fois, tu vois, là c'est oui, carrément... encore un anachronisme. Ouais. Ah ouais, là c'est 8000 ans avant Einstein, tu vois. Alors donc par rapport à l'étoile de Sirius, donc c'est en réalité 3 étoiles, mais on va commencer simple, quoi. On explique. Non, mais à la limite, franchement, Daniel, on peut dire que les auditeurs, voilà, on peut leur expliquer, c'est de l'astronomie, mais c'est pas non plus 10 ans de travaux, tu vois, c'est de dire, voilà, s'il y a une particularité de ce système solaire, c'est un système à triple étoile. Oui. Ça veut dire, enfin, en tout cas, concrètement, on va dire à double étoile, c'est-à-dire que c'est 2 soleils qui se tournent l'un autour de l'autre, avec en plus leur 2 planètes. astres, on peut dire. Tu peux dire aux gens, si tu veux commencer à leur parler et leur expliquer Sirius, il faut leur dire un peu la vérité. Donc commençons par, ok, c'est un système à double étoile. 2 soleils, plus toutes leurs planètes autour. Pas très loin de chez nous, hein, derrière, là-bas, vers banlieue de Orion, par là. Allez, je te suis, vas-y, je t'écoute. Du coup, toutes les civilisations qui parlent de Sirius, alors on retrouve, déjà on retrouve dans le Coran, à la sourate 53, les étoiles, au verset 49. Ouais. Non, elle s'appelle l'étoile. Ah, c'est pas au pluriel le nom de la sourate. J'ai les étoiles. Ah oui, bon l'étoile. Je te suis. Ok, au verset 49, donc Allah qui dit et c'est moi le Seigneur de Sirius. Ouais, ça se déchire. Ensuite, on retrouve la civilisation Dogon, donc qui est une civilisation africaine du Mali, assez très ancienne, on peut dire en fait. Ouais, ils ont une tradition orale qui remonte à beaucoup plus loin que pratiquement tout le monde, dans le coin. Et qui ont des connaissances astronomiques très poussées pour leur civilisation assez primaire au niveau de... Ah ouais, ça on peut le dire, les mecs c'est des nomades à moitié, ils sont peut-être encore pasteurs, enfin, avec des moutons, et bon, donc oui, on peut dire en niveau écologique, les mecs ils sont quand même relativement près de la Terre, donc relativement primitifs dans le bon sens du terme, oui, évidemment. Ouais. Et effectivement leur connaissance, mais bon, vas-y, je te laisse développer. Et ensuite, l'Égypte, donc les Égyptiens ils attribuaient Sirius à Isis. Donc on sait que la pyramide de Gizeh, elle est en alignement avec... Ouais, mais ça déchire. Ouais, avec la... Mais bon, là, à la limite, tu vois, nous, si on veut pas faire un débat de 4 heures, ce qu'il faut faire, c'est induire les gens, enfin, proposer aux gens, renseignez-vous, parce que là, par contre, sur ce genre de thème, il y a vraiment 1000 trucs sur le net, vraiment super intéressants, quoi. Des trucs longs, des trucs courts, mais c'est sûr que si on commence à rentrer dans l'astronomie
depuis un point de vue égyptien, je veux dire, rien que les pyramides, comment elles sont orientées, les chambres, les couloirs à l'intérieur et tout, c'est du délire. Là, c'est la totale. Ouais, la pyramide de Khéops. Nous, on peut pas parler de tout ça, quoi. On va pas leur refaire, on va pas mâcher le travail. Je veux dire, les gens, pour une fois, là, il n'y a pas 10 tonnes de merde à remuer avant de tomber sur une vérité, quoi. Là, au niveau des Internet, ces trucs-là, ils sont vraiment à la portée de tout le monde. Enfin, tu tapes juste... ouais, c'est du délire. De toute façon, rien que Abydos. Tu te rappelles j'espère que tu connais ça. Donc Abydos, c'est un temple. Ouais. Donc c'est dans le sud, je sais plus à quel niveau du Nil, mais en tout cas c'est un peu dans le sud, je pense. Et donc c'est là où il y a un bas-relief, tu vois, ce qu'on appelle un bas-relief voilà, c'est ce que c'est, un bas-relief, quoi, enfin un truc mural, quoi, sculpté. Ouais. Bon, qui est en plus, par contre, lui, il est en hauteur, c'est-à-dire il est dans un couloir, dans une chambre, enfin dans une pièce, quoi, d'un temple, mais en fait il est en hauteur, quoi, pour un bas-relief, enfin bref. Donc il est en hauteur, donc ça veut dire que la première caméra qui a pris une taufe de ce bas-relief, en tout cas de ce morceau d'un bas-relief qui est en hauteur, elle était donc évidemment, vu que le truc il est sculpté en haut, quoi, c'était une genre de contre-plongée, enfin tu vois, bref, voilà. Après, il y a avec les ordis et tout, après, je sais pas, leurs machines, ils ont, bon, maintenant en tout cas sur le net, c'est easy. Tu tapes Abydos, tu tombes sur un genre de rectangle, tu vois, c'est-à-dire un truc qui fait peut-être, je sais pas moi, 1m20 de long, tu vois, sur 40 de haut, enfin de large, j'en sais rien en fait. Bon, l'internet, suivant les mecs qui postent leurs photos, on sait jamais trop le format, enfin bref. Mais en tout cas, là tu vois les formes qu'il y a, ils sont sculptés dans le bas-relief, et là déjà il y a de l'ovni à tout va, tu vois, à tout va. Il y a gaz à tous les étages, tu vois, enfin Mercure, quoi, qui avait l'air de tourner, enfin bref. Donc ouais, ça déchire évidemment. Bah, sinon, là, ouais, aussi on va dans pas le travail, tu vois, aux gens, quoi. Les gens, ils tapent directement, tu vois, Sirius, Égypte ancienne, voilà. Mais c'est sûr que toi, si tu veux faire un grand tour, allons-y, quoi. Ouais, bah j'avais noté aussi dans l'astronomie chinoise. Ouais, évidemment. Donc l'étoile du loup. Donc on va voir que le loup, le chien, ça revient constamment parce qu'en fait c'est comment ça s'appelle, la constellation du grand chien en fait. Ouais. Et on retrouve toujours la symbolique du chien ou du loup. Et chez les Amérindiens, eux ils appellent ça carrément l'étoile du chacal. Ouais. Bon, de toute façon, c'est des trucs totémiques. Hein. Ouais. Ça, que ce soit les Indiens qui en ont fait une religion, entre guillemets, le totémisme, ou le totémisme qu'on retrouve en Asie ou en Afrique, de toute façon, c'est une évidence. Avant toute religion, enfin, comme on a déjà dit X fois, le chamanisme étant la religion mère, évidemment que tout est totémique. Donc évidemment, les animaux, tu les retrouves d'un continent à l'autre, tu retrouves ces clans qui déterminent, déterminés par des esprits animaux, quoi, qui après déterminent des conduites animales, qui après déterminent des pouvoirs ou quoi. Donc effectivement, là, on est en plein, à nouveau en plein dans le chamanisme. Donc évidemment, ça n'empêche pas, comme on disait tout à l'heure, qu'un peuple, tu vois, qui marche presque cul nu, les mecs, ils aient des connaissances. Enfin, après, on va expliquer d'où ils les tiennent. Oui. Mais très poussé. Bah après, il y a aussi les francs-maçons qui considèrent que c'est quand même un astre divin. Bah ouais, évidemment. Ensuite, les Sumériens, je sais pas s'ils ont... Ouais, si, sûrement aussi. Les Sumériens, ils étaient branchés sur les Pléiades, et les Pléiades et Orion, c'est juste avant Sirius, tu vois. Enfin, c'est là où il faut changer, tu vois, c'est comme à Châtelet-Léal, quoi. Ouais, en plus j'avais noté ça. Un changement à Orion, de toute façon, pour Sirius, quoi. Ouais, que sur la ceinture d'Orion, il y avait que Sirius était aligné sur la ceinture d'Orion le 24 décembre. Ouais, mais tout ça c'est une tuerie, évidemment, tout est lié, tout est lié. Mais par contre, voilà, nous on n'a pas là à faire le travail des gens, quoi. Enfin, je veux dire, évidemment. Ouais. Évidemment, si toi t'as envie d'en parler, mais t'imagines, là c'est 10 heures de débat. Ouais. Bah ouais. Et donc, pour répondre à ta question, oui, les Sumériens aussi avaient localisé Sirius, c'est une évidence, enfin, de toute façon, c'est normal. Déjà, c'est l'étoile la plus brillante du matin. Oui. Bon, oui, après, c'est tout simplement l'étoile la plus brillante après le soleil, quoi.
Oui, bah évidemment, mais le Soleil c'est le nôtre, donc on n'en parle même pas. Je dis la plus brillante, l'étoile, évidemment d'autres systèmes, quoi. Enfin, ouais, évidemment. Ouais. Donc du coup, oui, c'est toutes les civilisations, elles ont considéré cette étoile comme étant associée à ce qu'on pourrait appeler l'origine primordiale, la création de l'homme, et avec un rôle de protection spirituelle, d'éducation spirituelle et d'élévation spirituelle. Donc enfin là tu pars quand même large, on dirait que c'est toi qui fumes. Non, là bon, faut voir. C'est comme d'habitude, c'est comme on se le dit souvent. Moi quand tu m'envoies des liens et que tu me dis ouais tiens on va voir ce mec là, il parle bien ou quoi ou qu'est-ce, moi je dis juste attention les mecs. Les blancs là qui veulent tout expliquer tout le temps. Moi je dis juste, putain, en France on a un temps, ça s'appelle le conditionnel, tu vois, c'est vachement plus humble quand on y va, genre ça pourrait être, tu vois, enfin voilà, utiliser le conditionnel. Non, je dis pour les civilisations. Je reviens au dernier truc que tu m'avais envoyé là, que le mec pendant 36 minutes, je te dis ouais, super excellent travail, le mec il résume, en tout cas il résume au moins moi. Ce qui est 20 ans de travail, tu vois. Bon, super. Maintenant, le mec, il reste quand même approximatif sur 2-3 autres détails qui, finalement, sont assez cruciaux, tu vois. Dommage. Mais je dis juste, voilà, toi, là, tu commences à parler d'astronomie, tu localises Sirius, tu dis, voilà, non. Mais par contre, après, l'histoire d'élévation spirituelle, là, vaut mieux parler au conditionnel, parce que moi, dans l'absolu, j'en sais rien. Et ça nous ramène aux premières conversations qu'on avait, que ce soit des voyageurs, ou comme tu les appelais toi à l'époque, il y a encore quelques mois de ça, des planificateurs, tu vois, ou que d'autres vont les appeler des ingénieurs, puisque là, on parle d'ingénierie génétique. Tu vois, si on rentre dans les histoires d'hybrides et compagnie, tu vois, voir Ishtar, les Sumériens et Ishtar qui, à force d'hybridation, tu vois, elle montre son premier bébé, tu vois, qui est viable et qui est beau et et elle le montre au peuple des grands singes, tu vois, depuis son balcon, et elle lui dit voilà mon bébé, c'est mon premier enfant et je vais l'appeler homme. Donc là on est chez les Sumériens et on est en plein dans l'hybridation totale. Donc après tout ça c'est que des théories. Oui, des spéculations, mais après que des hypothèses. Et là on n'est plus dans les faits. Si tu commences à parler d'élévation, tu vois, d'élévation spirituelle ou quoi, qu'est-ce qu'on en sait? D'ailleurs, justement, la question se pose de toutes les races extraterrestres qui ont visité la planète depuis le début, quoi, depuis voilà. Déjà, c'était pas les mêmes races, quoi. Eux-mêmes, ils sont pas arrivés aux mêmes époques sur Terre. Ils ont évidemment pas contacté les mêmes civilisations. Sur Terre, donc voilà le bordel. Donc, ils n'avaient pas les mêmes intentions selon les... Voilà, ils n'avaient pas non plus les mêmes intentions, ils n'avaient pas non plus les mêmes capacités d'ailleurs, tu vois. Ce qui est logique, un peu comme un animal qui est visité par plusieurs... Voilà, et moi ça craque de mon côté, mais tant que ça moi ça va, nickel. Ok, bon, admettons, on suit, on continue. Donc, tu comprends, quoi. Donc voilà, effectivement, on a tellement été... C'est tellement un Delbord, ce qui s'est passé dans la proto-histoire, tu vois. Et si on remonte à 2 milliards d'années, genre un peu après la formation de la Terre, si on dit que l'ADN, il est tombé en kit, carrément complet, dans l'océan primordial, on parle du premier milliard d'années après le refroidissement, enfin la formation de la Terre, quoi. Tu vois. Bon, et qu'après, au bout d'1 milliard d'années encore, le premier ADN du fin fond de l'océan primordial, blac, il commence à se décupler, hop, des chaînes protéiniques, hop, des acides aminés, bam, et tout le truc, le code secret total de l'univers, quoi, c'est-à-dire l'ADN, en tout cas le nôtre qui s'apparente au nôtre, où on serait apparenté avec des cousins ou quoi, enfin en tout cas l'ADN, tel que on l'a en nous, voilà le truc qui tombe dans un océan primordial. Donc après, tous ceux qui nous ont visités depuis que la Terre depuis que des continents ont émergé, comme on le dit, enfin comme nous on le sait, enfin en tout cas les gens qui ont étudié toute cette partie de la proto-histoire, c'est une chose est sûre, c'est qu'il vaut mieux parler au conditionnel, parce qu'on n'en sait rien. Et surtout, la question c'était, on ne connaît même pas leurs intentions, tu vois. Donc c'est pour ça qu'avant de dire Sirius
serait un symbole de tout ce que tu as dit qui était vrai, mais que tu as fini par élévation spirituelle. Moi, après, j'en sais rien de qui est cool et qui est qui. Après, juste pour revenir par rapport à cette histoire d'ADN, ce qu'on sait de la science, c'est qu'on a 98% d'ADN commun avec le singe. Donc la création ex nihilo, à partir de rien, de l'homme, c'est-à-dire la création, voilà que les religions monothéistes officielles, en tout cas les 3 premières, la version officielle, pas la version, pas la chose, pas les livres en eux-mêmes, la version des curés d'aujourd'hui, des imams d'aujourd'hui et des raves d'aujourd'hui, quoi. Donc ça du coup ça tient pas. En même temps on a le chaînon manquant de Darwin. Donc si l'hybridation, c'est finalement il y a tellement de choses qui concordent en faveur de l'hybridation. Ah bah ouais, c'est sûr. Mais pour ça, il faut juste renvoyer les gens, par exemple les jeunes, tu vois, qui ont à peine 14 ans, qui ça se trouve, t'auras des followers super jeunes, qui n'ont rien compris au film et qui ne l'ont pas vu. On les envoie aller voir Prometheus, tu vois. Bon, il y a le côté alien, on s'en fout, tu vois, c'est pas le problème. Non, par contre, tout le scénario basé sur les études des mecs qui mettent leur vie entière à étudier justement ce dont on parle, il est bien évident que ça déchire. Tu vois, ça déchire tout. Maintenant, de quoi on parle? Que l'hybridation, effectivement, comme tu le dis, c'est effectivement l'hypothèse la plus probable. C'est excellemment probable, tu vois. Maintenant, après, moi, je continue à parler au conditionnel. Oui, parce que moi, j'ai des gènes d'Indiens et moi, je porte une autre sunna, tu vois, je porte une autre tradition que les putains d'hybrides, quoi. Et que les tarés qui voient des reptiliens partout, tu vois. Bah oui. Parce qu'après, c'est des reptiliens à la banque, à la reine d'Angleterre, et après, on retombe encore sur sale juif, sale franc-maçon, sale communiste. Tu vois, on les connaît, quoi. Bon, donc, tu vois, je me suis dévié, hein, ça, c'est la vie, quoi. Oui. Après, est-ce que le lien avec Sirius, est-ce que donc ces planificateurs viendraient de Sirius? C'est ça la question. A priori, parce qu'en théorie, il y a beaucoup d'éléments qui font penser ça. Quand tu étudies ça, effectivement, tu en arrives un peu là. C'est pour ça que sur le net, c'est quand même, là au moins, il faut pas se plaindre, il y a énormément de très bons travaux là-dessus, quoi. Parce que de toute façon, ça c'est des faits. C'est de l'astronomie, et après, qui est mis en parallèle avec les découvertes ici, qu'elles soient archéologiques ou qu'elles soient archéo-historique, tu vois. Le plus solide, c'est la cosmogonie de Gond. Toutes les civilisations antiques, la plupart des civilisations antiques avaient des connaissances astronomiques complètement incroyables. Toutes. Pour leurs époques, quoi. Oui. Donc ça veut dire qu'à un instant T, parce que après c'est que du cas par cas quand tu étudies ça, si tu étudies les Dogons, tu passes 10 ans à étudier les Dogons, tu vois. Si tu étudies Sumer, tu passes ta vie à étudier Sumer. Enfin, je veux dire, après c'est une vie, quoi. Bon, ça s'appelle des scientifiques quand même, tu vois. Enfin, des mecs, même si c'est des sciences un peu interdisciplinaires, tu vois, qui mettent, et des trucs factuels, comme par exemple l'archéologie. L'archéologie, c'est factuel. Bon, et après, ils te mettent ça en parallèle avec, par exemple, la mythologie. Bon, la mythologie, c'est plus factuel puisqu'on est déjà dans le mythe. Et même si le mythe, c'est toujours des mythes fondateurs à l'origine de toutes les religions, il est bien évident que là, on n'est plus trop dans le factuel puisqu'on est de toute façon là déjà dans la tradition orale multimillénaire, tu vois. Donc, effectivement, c'est des sciences interdisciplinaires, mais là, on est dans le sûr et certain, évidemment. Toutes les civilisations ont eu des contacts avec ou des anges, moi personnellement je crois pas en l'existence des anges, ou des dieux. Bon, moi je crois pas en l'existence des dieux, qu'on appelle Dieu, ni au pluriel ni au singulier. Donc après il reste quoi? Il reste parce que moi j'ai pas d'autre mot, c'est le plus simple, c'est des voyageurs. Voilà, les mecs qui passent, ils jettent une capsule dans l'océan primordial, ils repassent 600 000 ans plus tard, ils voient ce que ça donne, quoi. Si la capsule c'est l'ADN, c'est que notre ADN il est extraterrestre, enfin extra-solaire. Enfin en tout cas il vient pas ni de notre planète, puisqu'il est tombé dans l'eau quand la planète elle avait qu'1 milliard d'années de formation,
et qu'à partir de là, ça veut bien dire que quelqu'un l'a jeté en passant. En plus, il est codé, on retrouve des codes dans l'ADN. J'avais discuté avec l'ADN, c'est une folie quand tu commences à... C'est un genre de langage crypté, en fait, parce qu'il y a l'ADN, puis il y a l'ARN, mais ça, on en a déjà parlé. Bon, mais ça, c'est pareil, tu vois. Putain, si on parle de ça, notre débat, il va faire 6 heures. Là, pour envoyer les gens au niveau de... Là, par exemple, tu vois, et ça, faudra pas le couper, même si on en a déjà parlé plein de fois, mais là, faut directement renvoyer les gens à ce biologiste anthropologue, là, le Jérémy Narby, N-A-R-B-Y, qui a écrit, alors, le serpent cosmique, virgule, l'ADN, virgule, ou les origines du savoir. Voilà, édition suisse, édition Georges, un truc comme ça. 1994, moi j'étais un des premiers, j'allais dire un des premiers français. Bon, admettons, j'étais un des premiers en France pour à le lire. Il venait de sortir, enfin c'était une édition suisse, hein, pas du tout connue, enfin bref. Bon, voilà, ça déchire tout. 30 ans après, enfin 25 ans après, le mec, il est super connu sur le net, il y a 1000 trucs sur lui, mais moi je conseille aux jeunes, je conseille aux gens d'ailleurs, de trouver son bouquin, parce que son bouquin, il l'a écrit au moment où il vivait tout ce cheminement intérieur, c'est-à-dire il y a 25 ans, quoi. Et donc c'est puissantissime, sa façon à lui-même d'écrire sur son propre cheminement intérieur au moment où il le vivait, et c'est 100 fois plus fort évidemment qu'une conférence qu'il va donner maintenant. Même si, avec le temps, avec 15 ans de plus, on pourrait croire que ses connaissances a augmenté, enfin, se sont multipliées avec le temps, avec les études, et bref. Sauf que, par contre, la vérité omnijective, tu vois, de l'instant au moment où il le vivait, c'est lire son bouquin. Ou, après se faire chier à lire son bouquin sur Internet, mais bon, autant commander le livre et l'avoir entre les mains. Après, effectivement, tous les documentaires qu'il a fait avec l'autre, là, le cinéaste, et bref, bon, après, tout est sûrement très intéressant de lui. Mais bon, moi, là où il en est aujourd'hui, ça doit être super intéressant. Mais là, ce dont on parle, nous, c'est-à-dire lui, quand il a découvert certains trucs relatifs à l'ADN, à l'ayahuasca, qui est une plante sacrée, enfin une plante de pouvoir amazonienne, et que donc, voilà, lui, il a fait des parallèles qu'à l'époque, en 94, personne n'avait jamais osé faire. Des parallèles, justement, entre des sciences qui, a priori, n'avaient pas forcément de pont entre elles, tu vois. En l'occurrence, l'anthropologie et la biologie. Mais bon, pourquoi pas, et il a tout déchiré. C'est-à-dire que tu lis un bouquin, et d'un coup, tu avances dans ton propre cheminement intérieur, le mec, il te fait avancer de 7 à 10 ans, tu vois. Juste en ayant lu son bouquin. Donc là, c'est juste pour relativiser avec les gens qui se la pètent avec leurs livres, tu vois, dans tous les sens, révélés, sacrés, retouchés, falsifiés, je sais pas quoi, tu vois. Quand la tradition orale, par contre, elle peut pas être falsifiée quelque part. Parce que justement, c'est ça le fait de la tradition orale, c'est que celui qui raconte l'histoire, il est encore vivant. Quand l'autre, il a grandi et qu'il a entendu l'histoire et qu'il commence à la raconter à son tour, et que ça c'est une chaîne de multimillénaire. Avec la tradition orale, par contre, c'est les soi-disant c'est ce qu'ils ont fait des preuves, c'est à tout bout de champ, là, les soi-disant les croyants qui ont la foi, mais qui par contre pètent les couilles à longueur de journée en voulant des preuves de tout, tu vois. Et ben moi je dis juste vos preuves dans vos livres, mais par contre la tradition orale, elle est multimillénaire, tu vois. Et là avec la tradition orale, tu peux remonter à 10 000 ans, à 100 000 ans en arrière. Parce qu'après, il y a les gènes, il y a ta mémoire vive. Enfin, ta mémoire vive, on va dire. Ta mémoire dans ton cerveau, quoi. Enfin, ta mémoire personnelle qui peut remonter déjà... Oui, la mémoire cellulaire de... Et après, il y a la mémoire dans les gènes. Alors, quand on dit, par exemple, l'expression littérale, tu sais, quand on dit... comment on dit en français? On ne dit pas ça, les ancêtres. Bon, à peu près bref, quand on dit que tes ancêtres ils crient en toi et tout, enfin bon, tu vois, c'est littéral. Oui, ou l'expression t'as ça dans le sang. Bien sûr, on parle de gènes. Bon, toi tu parles de sang parce que je vois où tu veux en venir, mais on parle surtout de gènes. Non, c'est l'expression qui dit ça. Ouais, enfin c'est l'expression qui dit ça, mais en même temps il y a une manière d'aborder le problème qui est aussi très intéressante.
Et tu sais de quoi on parle quand on parle de justement la façon dont eux ils peuvent racialiser le truc en disant que c'est par la mère et compagnie. Oui. On sait de quoi on parle. Ceci dit, c'est très intéressant. Tu vois. Enfin, moi, j'ai rien contre ça. Je trouve ça étrange, mais je trouve pas ça, tu vois, ni pourri ni criminel. C'est juste étrange, tu vois, que des gens puissent, dans leur croyance, penser que l'héritage se transmet par la mère et non pas par le père. Et à part le fait, enfin, je sais pas, toutes les civilisations, on aurait plutôt tendance à penser que ça se transmet par les deux. Parce que de toute façon, c'est l'héritage génétique. C'est pas le sang à proprement dit. Et puis, le sang, les juifs, ils disent que c'est juste chelou, c'est juste étrange. Mais bon, moi, je m'en fous de leurs croyances, tu vois, tant qu'ils viennent pas me casser les couilles et à m'obliger à vivre comme ils vivent. Bref, ça, c'était une parenthèse. Pour fêter le retour de Ahmed Moualek sur les ondes, tu vois, puisqu'il a réapparu de son exil forcé, là, non, je rigole, de ses vacances. Bref. Donc voilà, quoi, il a la race... Non, lui, il les appelle la race de vipère, mais moi, je suis pas d'accord, puisque moi, je respecte total le serpent. Mais bon, lui, il a ses raisons pour leur parler comme ça. Et donc, non, moi, je dis juste, voilà, quoi, a priori... la cellule qui est sur lui, là, il continue et de plus belle, il redouble d'efforts pour essayer de l'enterrer, mais bon, ça va, ça fait plaisir de voir qu'il est revenu un peu bronzé, tu vois, donc il a dû avoir des moments de vraie relaxation. Après, s'il fume des bédos à la plage, tu vois, là, c'est une autre histoire, mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de le voir libre, quoi. Moi, je commençais à me dire que ça y est, il était au cachot, quoi, le gars. Non. Bref. Bon, vas-y, on continue alors. Alors, ouais, ce serait bien qu'il s'intéresse à ça parce que c'est dans le Coran quand même, donc. Ouais, non, mais ça c'est après, c'est en privé. Ça, tu vois ça avec lui. Non, mais c'est lui vis-à-vis. Non, mais le jour où tu l'appelles et tu lui dis, Ahmed, quand même, c'est classe que Dieu il se dise lui-même le Seigneur de Sirius. Parce que nous, Sirius, on a peut-être des cousins là-bas, tu vois. Après, il va te dire qu'il en a rien à foutre. Mais toi, tu auras le droit de lui dire, ouais, mais moi, ça m'intéresse. Et après, vous faites votre vie en privé. Moi, je te dis, moi, j'ai jamais eu le téléphone d'Ahmed, quoi, tu vois. Moi, nous, on s'écrivait en Yahoo, quoi. Bref. Et ça, faudra pas que tu coupes, quoi, parce que ça, c'est un big up qu'on lui fait spécial en direct live, 1er août. On est vigilant. Ouais, ce serait bien aussi qu'on explique un petit peu cette histoire de Sirius A, Sirius B et Sirius C, parce qu'en fait, les Dogons, là où ils marquent un point, entre guillemets, c'est qu'ils ont ils ont une connaissance qui n'est pas... c'est-à-dire, nous, on est limite pour réussir à appréhender ce que ils sont censés être loin par rapport à Sirius C. En fait, concrètement, je sais pas si t'as jusqu'où t'as été dans tes recherches, mais en fait, concrètement, bon, Sirius A, tout le monde l'a toujours vu, enfin, tout le monde la voit, quoi. Sirius B, les Blancs l'ont découvert avec leur télescope dans les années 60. Et donc, c'est là où on a compris et puis après, on s'est mis à trouver plein d'autres systèmes solaires qui étaient aussi qui avaient cette particularité d'être des systèmes à étoiles doubles, quoi. Et donc, eux, les Dogons, c'est clair et net que eux, ils ont des détails que personne ne peut avoir sur ce système solaire à double étoile, quoi. Et en fait, le truc qui déchire tout, c'est que, en fait, comment on va dire, les astronomes et les physiciens, à un moment, ils ont commencé à voir des trucs, tu vois, des genres de fluctuations dans les orbites, dans les ellipses de l'un et de l'autre, enfin de l'une et de l'autre de ces deux étoiles, donc Sirius A et Sirius B. Et en fait, il a fallu que des mathématiciens, mais des oufs, tu vois, les plus oufs d'entre les oufs, quoi, les mecs qui travaillent dans le quantique, tu vois. Eux, ils ont bossé sur le truc que les autres, ils arrivaient à peine à mesurer, on va dire, tu vois, avec leur machine à des trilliards de kilomètres de distance, mais quand même à mesurer, puisque le travail des astronomes et des physiciens, c'est quand même de mesurer des choses existantes, quoi. Et par contre, les mathématiciens, quand ils s'y sont mis avec d'autres physiciens quantiques et tous les mecs, ils ont dit, bon, attends, en fait, il y a un Sirius C. Il y a une troisième étoile
qui a l'air beaucoup plus petite de masse que les deux autres, que les deux premières. Oui. Et ils ont commencé à supposer l'existence de Sirius C, tu vois. Ouais. Et en fait, ils ont supposé, et puis après les mathématiciens, eux, ils supposent plus, ils affirment. Sauf que bon, c'est des mathématiciens, puis la majorité des mathématiciens et des physiciens, quoi qu'on en dise, tu vois, ça reste des athées, enfin, et bien évidemment, quoi. Enfin, bon, c'était qu'une parenthèse. Oui. Maintenant, après, il y a des mecs, il y a des exemples assez particuliers, tu vois, comme le Bucaille, là, le mec qui a écrit, bon, bref, c'est une parenthèse. Donc, les mecs, ils ont supposé, et maintenant, ils affirment qu'il y a une troisième étoile. Donc maintenant, on peut dire, depuis 10-15 ans, on dit système à triple étoile, parce que même si Sirius... Alors déjà, Sirius B, on la voit pas à l'œil nu. On voit que Sirius A à l'œil nu, d'accord? Donc ça, à la limite, Sirius A, on la voit à l'œil nu, toutes les civilisations en parlent, toutes les civilisations ont des mythologies qui découlent d'un lien qu'on a avec ce système-là, quoi, qui est finalement pas si éloigné, quoi. Donc voilà. Après Sirius B, donc les astronomes, les occidentaux, enfin les blancs, ils la découvrent dans les années 60, mais elle n'est pas visible à l'œil nu. Okay. Et Sirius C, elle est évidemment pas visible à l'œil nu, mais de toute façon elle est même pas visible avec des télescopes, puisqu'elle est dans un mode, je sais plus comment ils appellent ça, naine blanche, un truc comme ça, enfin les étoiles qui vont devenir après des étoiles à neutrons, qui sont déjà peut-être en train de mourir, ou qui sont peut-être déjà mortes d'ailleurs. Et donc voilà, mais bon voilà, ça veut dire c'est quand même un système à triple étoile. Donc maintenant, moi si tu veux, moi je te propose un truc, tu vois. Bon, pour les gens qui ont écouté un peu, enfin pour les gens qui supportent ma façon de présenter les choses et de parler, bref. Voilà, donc il y a des gens qui doivent savoir. Bon, moi je suis écrivain, enfin par défaut, mais en tout cas je suis écrivain quand même, enfin à temps plein, tu vois, c'est du sérieux. Et en fait mon deuxième roman, on va dire, en fait il se passe en Afrique, tu vois. Donc les mecs ils sont là, c'est de la politique fiction, quoi. Donc ça parle de trucs actuels, tu vois, les mouvements, les guérillas, les narco-guérillas, enfin les islamistes, tout le délire au Mali, et bref, enfin, en Algérie, dans le sud de l'Algérie, la Mauritanie, les Touaregs, le mouvement de libération nationale là, des Touaregs, le MLNA, enfin voilà, tous ces trucs-là, l'Azawad en fait, qui s'appellent entre eux, enfin bref. Donc voilà, donc ça se passe là-bas, et en fait, moi si tu veux, ce que j'ai fait il y a quelques années, quand je me suis lancé à écrire ce roman, mon deuxième, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai moi-même recompilé toutes les connaissances que j'avais sur Sirius, justement, au travers de toutes les civilisations qui en parlaient. Voilà, j'ai mis, je vais mettre un an plein, tu vois, tout recompilé, quoi, tout synthétisé, et voilà. Et après, j'ai distillé un peu toutes ces connaissances, tu vois, dans le bouquin, quoi, tu vois, au fur et à mesure de l'action. Tu sais, c'est marrant parce que dans la culture populaire, il y a beaucoup, que ce soit dans le cinéma, dans les animés, dans la culture, à chaque fois, il y a ce fait d'envoyer des messages dans du fictif. Bien sûr, parce que c'est super intéressant. Puis ça s'appelle allier, comment on dit en français, allier l'utile à l'agréable. Oui, que ce soit l'ufologie, que ce soit plein de domaines. Évidemment. Par exemple, par rapport à Sirius. Par exemple, rappelle-toi les premiers X-Files. Oui. Au début, tout le monde délirait. Franchement, dans le début des 90, les gens ils disaient ouais, c'est génial et tout, mais il y avait qu'une poignée les tout premiers conspirationnistes qui disaient non, mais attendez, là, c'est pas de la fiction. Oui. Là, les mecs sont en train carrément de dévoiler des trucs, tu vois, des trucs vrais. Bon, voilà. Mais à l'époque, même les complotistes, ils étaient même pas dans les couilles à leur père, tu vois, les connards de complotistes d'extrême droite, là. À la base, à l'époque, il y avait que le conspirationnisme. Et en fait, le premier axe de dénoncer la conspiration, enfin le fait de mentir aux gens en masse, effectivement, c'était sur le phénomène UFO, c'était sur le phénomène OVNI. Oui. Les premiers conspirationnistes, que ce soit en Europe ou aux States, c'est des mecs qui disaient bon, écoutez, tous les gouvernements
mentent à leurs citoyens au sujet du phénomène OVNI. Voilà. Il y a des preuves, il y a des pilotes, que ce soit dans le civil ou dans l'armée, il y a des milliers de témoignages de gens totalement hors doute, enfin au-dessus de tout, voilà, pas des camés au Subutex, quoi. Voilà, des gens, il y a des milliers. Non, mais celui qui reconnaît pas. Il y a des millions de témoignages chaque jour. Enfin, non, pas des millions chaque jour, mais des millions depuis qu'on a commencé à les compiler. Bref, depuis les années 40, où on va savoir, tu vois. Sans parler des ovnis dans l'art ART. Là, c'est pareil, hein. Sur le net, une petite parenthèse pour les Jones qui savent rien. Tu tapes ovni dans l'art. Juste, tu vois. Même t'oublies les majuscules, c'est pas grave, tu vois. Mais ben, je peux te dire que là, les mecs, c'est quoi? Ils sortent plus de leur chambre pendant 2 jours. Tu vois? Et là, tu vois des toiles médiévales, tu vois, des trucs, je sais pas moi, médiévaux, tu vois, enfin là, à l'époque des premiers grands peintres et tout, je sais pas quoi, là, bon, moi, j'ai aucun respect, genre, la faute de la peinture, bref, ça m'intéresse pas, ni les grands maîtres, vraiment, je suis dedans, enfin, en tant que punk, genre, rien à foutre. Et par contre, tu vas sur le net, tu tapes ça, et tu te retrouves avec des pages entières de grandes toiles de grands maîtres, soi-disant, aux Armas. Et par contre, t'as toujours des putains de drôles de trucs dans le ciel, tu vois. Et alors ça va tu vois, des étoiles en plein jour, enfin des phénomènes lumineux énormes en plein jour, jusqu'à des trucs hyper précis où tu vois par exemple une toile de Yougoslavie, genre du siècle, non sais, 14, tu vois, par exemple. Et dans le ciel, tu vois, bon alors il y a les 3 croix là, c'est quand ils ont clouté l'autre clouté là, et donc avec le voleur et le dealer à sa gauche et à sa droite, et donc et ben dans le ciel carrément il y a un mec qui est assis dans un cercle à l'intérieur d'un nuage, et le nuage en fait c'est pas tant un nuage, c'est plutôt on va dire une comète. En tout cas c'est le style. On va dire c'est le style pictographique de l'époque, tout à fait. Tu vois, quand les mecs ils voulaient dessiner des comètes. Tu vois. Oui, bon, c'était pour faire passer des messages du phénomène OVNI. Dans l'inconscient collectif. Comment on explique, pour en revenir à ta question, tiens, c'est intéressant que quand on voit que des cinéastes veulent absolument passer des messages, tu vois, à travers leur art ou la musique, ou moi avec la littérature ou quoi, ou qu'est-ce, tu vois, bah oui, évidemment, ça c'est de la synchronicité. C'est qu'il est temps, tu vois. Il est temps. Donc il y a des mecs, par exemple, tu vois, Ridley Scott, bon, le mec il a plus rien à prouver, tu vois, c'est le mec quand même qui a fait Blade Runner et le premier Alien, mais surtout Blade Runner, qui est cultissime, tu vois, enfin je veux dire, voilà, qu'il faudrait le mettre dans les écoles chaque matin, tu vois, aux enfants, quoi. Et ou 2001 Odyssée de l'espace, ou des films, voilà, cultissimes, quoi. Ouais. Comme je disais à propos du bouquin de Narby, des films qui, le fait de voir un film de 3 heures ou de 2 heures, ça te fait carrément avancer de 7 ou 10 ans dans ton propre cheminement intérieur, tellement t'as tout compris blâme d'un coup, tellement le mec il a su à travers son art faire passer un message tellement fort que la vérité de ce message te saisit, enfin voilà, et te fait avancer donc, entre guillemets, tu vois, puisque c'est une métaphore pour dire, voilà, au lieu de 10 ans d'université, tu regardes 2000 ans Odyssée de l'espace, tu vois. Voilà, tu t'es économisé 10 ans, tu vois, de fac. C'est quand même bien. Pendant ce temps-là, t'as été à la Jopla, tu vois, t'as expérimenté, t'as fait des trucs, voilà, quoi. Plutôt que 10 ans de fac. Mais bon, après, chacun son chemin. Donc oui, effectivement, c'est super intéressant de se dire qu'il y a des mecs qui, à un moment donné, veulent, enfin, sentent ça va dans les deux sens aussi. Sentent le besoin de passer des messages. Oui, bien sûr. Tu vois, évidemment, c'est des synchronicités. On est au-delà du hasard. Ah oui. Par rapport à Sirius, dans Harry Potter, il y a un personnage qui s'appelle Sirius Black. Ouais, bon, ouais. On s'en fout. Harry Potter, je suis dedans. Je sais que c'est votre génération. Ouais, mais il y a beaucoup de... Ouais, mais pour moi, c'est de la daube. Ouais, mais il y a beaucoup de... Ouais, c'est évident. Les mecs, la Rowling, la meuf, là, c'est évident qu'elle-même savait très bien de quoi elle parlait. Donc c'est évident qu'il y a énormément... en fait, je sais pas si... évidemment. Je sais même pas si c'est pas... parce que elle, c'est pas un film, ça se fait avec tellement de personnes. Et puis je sais même pas si c'est la meuf ou
ou le réalisateur ou oui, ça joue aussi, suivant le réal. Évidemment, le réal, il amène ses trucs, son inventivité, ouais, bien sûr. Puis après, les sources, puisqu'on parle de référence. Donc effectivement, il y a du Sirius, il y a tout, quoi. Mais ça, c'est évident, c'est une évidence. Donc pour recentrer un peu le débat, peut-être, faudrait dire que voilà, qu'on a forcément, on a un lien. Voilà, on a un lien avec ce système solaire-là. Il n'est pas si éloigné. On a un lien, c'est indéniable, c'est obligé. Enfin, c'est plus, c'est même pas. J'ai oublié de dire qu'on en parlait aussi dans les tablettes de Thoth. Oui, évidemment. Et ouais. Donc là, ça me fait penser. Non mais voilà. La Genèse, déjà quand tu lis les tablettes sumériennes qui sont au musée du Louvre, dont les Juifs parlent de l'Égypte dans l'Ancien Testament, au même titre, c'est d'ailleurs le même parallèle qu'on peut faire par rapport à quand ils parlent de Babel et de Sumer et de Babylone et compagnie. S'ils avaient la haine, je veux dire, comment ça se fait que les Juifs, ils arrivent après 2 grandes civilisations et que le premier truc qu'ils font, c'est cracher sur ces 2 grandes civilisations, les présenter dans leur bouquin à eux comme étant le must, le summum du satanisme et de je sais pas quoi, quand eux-mêmes à cette époque-là, ils avaient encore... Bon, là je m'avance peut-être parce que là c'est chaud, mais il y a des gens qui disent qu'ils viennent quand même des proto-sémites qui eux étaient encore à moitié polythéistes, enfin ils avaient oui, on le sait, ça c'est... Oui. Sur la chaîne Arcana, il a très bien prouvé que les Hébreux étaient polythéistes avant de tomber dans le monothéisme. Et que Yahvé était un des dieux. En même temps, forcément, mais moi je voulais juste dire que moi j'en avais rien à foutre et c'est pour ça que je préférais parler au conditionnel, parce que j'en ai strictement rien à foutre, parce que là j'ai pas que ça à faire de me pencher sur leur histoire à eux, de gènes et à remonter jusqu'à quoi? Jusqu'à moins 6000. Moins 6000 c'est rien, tu vois. Déjà rien que le Dogon, c'est moins 10 000. En Amérique, nous, tu vois, il y a des rites, ça fait 30 000 ans, tu vois, qui sont transmis, tu vois, par la tradition orale. Donc, bon, évidemment, c'était qu'une parenthèse, tu vois. Moi, je disais juste, voilà, c'est quand même étrange que eux, ils arrivent à un moment donné dans l'histoire du Proche-Orient, on va dire entre moins 3000 et moins 2500, et que le premier truc qu'ils font quand ils se mettent à écrire des premiers feuillets, c'est pourrir la civilisation qu'ils avaient à gauche et la civilisation qu'ils avaient à droite, qui étaient comme par hasard on va dire les 2 premières, enfin pas premières parce que bon c'est la Chine, et il y a la Chine et puis après il y a les premières, puis il y a les Dogons surtout quoi, en Afrique, bref, mais bon on peut quand même dire que voilà, entre l'Égypte et Sumer, enfin c'était quand même une somme de connaissances complètement immense quoi, quand même. Donc après que eux, puis alors ceux qui arrivent après, satanique, franc-maçon, je sais pas quoi, bon là mort de rire, tu vois, là la névrose elle est totale quoi, tu vois, totale, parce qu'il suffit juste d'étudier l'histoire en dehors de leur livre à eux. Là tu découvres que attends, tu dis putain. Bon, et ben là, dans le truc qui est quand même assez furieux, dans le truc que tu m'envoies ce matin, le lien, c'est que selon eux, finalement, Adam, son premier fils c'est Seth. Bah c'est génial. Bah à ce moment-là, ça renvoie tout le monde à étudier l'Égypte et à se rendre compte que c'était une putain de grande civilisation complètement incroyable et que c'est eux qui ont finalement inventé le monothéisme parce que leur culte solaire. Évidemment, ils pouvaient se centrer que sur une seule étoile, en l'occurrence le Soleil. C'est à estimer certains comportements ou certaines tendances par rapport à l'étoile sous laquelle t'es né. Bon, ça c'est une autre histoire, hein. Là on parle d'astrologie. Bon, moi je voulais dire déjà, commencer par l'astronomie, tu vois. Donc si tu veux, donc après toi tu feras tes cuts comme tu veux. Et donc là on dit c'est parti, quoi. Donc imagine que voilà, t'es en Afrique et tout. Et t'es au Mali, t'es chez les Dogons et tout, voilà, tu discutes avec un vieux sage et tout, il y a une super bonne connexion, le mec il parle un tout petit peu, un peu le français, voilà. Et bon, imagine le mec il a confiance en toi, le vieux, tu vois. Donc voilà, il commence, forcément, tu sais, là-bas c'est des histoires de géomancie, enfin c'est l'histoire il y a beaucoup dans le sable, tu vois, enfin il y a beaucoup de schémas dans le sable, quoi. Donc imagine. Le mec, il va commencer à te faire un schéma dans le sable, et lui, il va te dire,
Bon, ça, c'est comme si c'était la route, eux, ils appellent ça la route du sang, tu vois. Donc, tiens, si ça va être clair, puisqu'il y a encore une histoire de... Voilà, que le secret, il est dans le sang, quoi. Donc, eux, ils appellent ça la route du sang. Donc, le mec, il me dit... C'est comme si le mec, il commencerait par te dire, bon, le point central de toute cette route cosmique, tu vois, qui relie toutes ces races un peu cousins, puisqu'on a forcément des cousins un peu partout, quoi, sur des grandes distances. Donc le mec il te dit le point central c'est Sirius A. Juste en dessous, normalement le mec il va te dessiner Mars. Au-dessus il va dessiner Jupiter. À gauche, normalement il dessinera plutôt l'épée Orion. Donc plusieurs étoiles d'Orion qui en forme d'épée, donc ça s'appelle l'épée d'Orion. Et là d'un coup, eux ils font des correspondances avec une médecine ancestrale qu'ils ont. Tu vois, les Dogons. Et ils disent, ouais, en fait, déjà, toute cette partie-là, en fait, ça correspond à la rate. Tu vois. Bon, tu dis, ok, d'accord. Tu vois, ça fait penser un peu à l'acupuncture chinoise, hein, puisque de toute façon, on sait que les organes résonnent en fonction de certaines énergies. Et là, on est déjà pas loin de certaines étoiles qui vont donc, qui vont donc influer sur nos comment on dirait ça, putain, en français, sur nos, pas conceptions, mais sur nos compositions énergétiques, on va dire, voire sur nos émotions, enfin sur nos sentiments, d'accord. Bon. Donc les mecs ils me disent que la constellation du Bélier, ils disent qu'elle est en opposition à ça, et que par contre, là, ça correspond au poumon, tu vois. Et ils disent évidemment Vénus en tant qu'étoile de... Comment on dit ? En tant qu'étoile des femmes qui ont leur menstru. Donc voilà, après, tout ça, c'est évidemment lié aux Pléiades. Donc les Pléiades, c'est quand même un peu avant, tu vois. Et ça correspond au rein, dans la médecine ancestrale, quoi. Donc voilà, là donc on a tout, et évidemment on a la constellation du chien. Ouais, c'est ça qu'on retrouve partout. Plein pot, voilà quoi. Donc effectivement, eux, les Dogons, ils pensent que l'ovale qui correspond à une ligne de Jupiter, eux ils disent qu'en fait, alors eux ils appellent Sirius B depuis toujours, donc là on va rentrer dans les choses sérieuses. Ouais. C'est-à-dire que Sirius A, on rappelle aux gens que Sirius A elle est visible à l'œil nu. Par contre, Sirius B n'est pas visible à l'œil nu. Et que les Sirius B, nous, on la connaît que depuis les années 60. Depuis qu'il y a un super télescope là-bas, Puerto Rico, je sais pas où. Bref. Bon, par contre, les Dogons, eux, depuis 8000 ans minimum, oui, c'est ça. Qu'il y a Sirius B. Donc, eux, ils savent que c'est un système à étoile double. Or, nous, les Blancs, enfin, vous, en Occident, nous, bref, en Occident, nous, on dit que Sirius B existe, on le sait depuis à peine 60 ans, quoi. Voilà. Donc eux, ils disent qu'il y a donc Sirius A, que Sirius B, c'est le contenu claviculaire, parce qu'ils estiment que tout ça, ça forme un genre de corps un peu cosmique, qui correspondrait finalement à une armature, à une infrastructure comme un œuf, en fait, comme un œuf cosmique, tu vois, un genre d'ovale plein. Et donc c'est intéressant parce que ça nous ramène directement à Einstein, à la relativité, tu vois, au fait que l'univers est non seulement courbe, mais surtout en expansion, et qu'il n'est pas, et que bon, tout ça fait un peu ovaloïde, tu vois, enfin elliptique. Bref. Donc bon, là-dessus, eux, ils disent que Sirius C, et donc là, eux, ils parlent d'une étoile que par contre les scientifiques ont récemment admis son existence, mais que par fluctuation électromagnétique, et puis évidemment par les équations mathématiques qui les ont corroborées. Et donc voilà, donc là ça déchire tout parce que déjà on se dit ok, donc là il y a un peuple, tu vois, de nomades, pasteurs, enfin moutons, compagnie, qui vivent dans un truc quand même pas mal désertique, tu vois, bon, avec des falaises, des belles falaises d'ailleurs, ça ressemble à chez moi, franchement, quand tu arrives à Bandiagara, tu vois, en territoire Dogon, franchement tu
pourrais te croire, tu vois, en Arizona ou au Nouveau-Mexique ou même au Vieux-Mexique, quoi. Enfin, vraiment les cavernes, à même les apics rocheux dans les canyons, tu vois. C'est vraiment bon, bref. Et alors ces mecs-là, qui sont quand même en pagne, tu vois, depuis 8000 ans, quoi. En plus, franchement, assez pacifistes quand même, les Dogons. Bon, ils ont des embrouilles avec les Peuls, mais ça c'est normal, c'est la vie, quoi. C'est l'histoire de territoire, voilà, quoi. Des histoires de meufs, tu vois. Bref. Donc voilà, tu te dis, ben quand même, là, on a la preuve, puisque c'est les vieux sages Dogons te parlent de tout ça, tu vois. Donc après, si tu as la chance de toi discuter avec un vieux qui parle en français, ou qui parle un peu français, ou qui a un traducteur, enfin un interprète, et ben tu te dis, bon ok, lui il est en train de me parler d'un système solaire à étoile triple, dont la deuxième étoile, nous on la connaît que depuis 60 ans, et la troisième elle est de toute façon même pas visible, enfin tu vois, et elle est entendible que par les scientifiques les plus pointus à l'heure actuelle, quoi, tu vois. Déjà là c'est quand même le délire, quoi, quand même. Bah donc, voilà. En fait oui, c'est la plus grande preuve que à un moment donné il y a un anachronisme dans cette courbe de l'évolution technologique des savoirs, que avant on était on n'avait rien, et puis là on est au top, alors que finalement c'est l'inverse un petit peu. Bon, à ce niveau-là, pour l'instant on n'est pas encore dans des histoires de technologie. Et je vois où tu vas en venir, et les gens qui kiffent les gens qui sont intéressés par tout ça savent déjà de quoi tu parles. Donc on est d'accord sur d'autres continents, il y a comme tu dis des preuves d'avancées technologiques qui nous font faire des bonds civilisationnels qui sont pas explicables. Tandis que là, pour l'instant, avec les Dogons, ça reste quand même relativement cool, parce que eux, ils ont pas d'artefacts, tu vois. Eux, c'est que de la tradition orale, donc c'est que des histoires, quoi. Tu vois. En fait, c'est que des connaissances qu'ils transmettent. Okay, donc pour eux, dans leur cas, on parle pas d'avancées technologiques qui font des à-coups, tu vois, dans leur on va dire dans leur déroulement historique. Okay. Sinon là, on revient plutôt sur des trucs, comme par exemple au tout début de l'Égypte ancienne. Bon, là, on parle plutôt de connaissances qu'ils auraient effectivement récupérées de quelque part. Voilà. C'est la première question la plus simple à se poser. Elle se dit comment ça se fait, comment ils ont pu savoir des choses que nous, ici en Occident, on vient à peine de comprendre et de savoir. Et qu'on peut même pas voir en plus. Enfin, Sirius C, elle n'est pas visible à l'œil nu, et Sirius B non plus. Donc comme ça, c'est réglé, tu vois. Bon, bah eux, ils savent depuis minimum 8000 ans que ce système solaire, c'est un système à triple étoile. Ça déchire tout. Bon, ça prouve que eux, ils ont forcément été en contact avec une civilisation qui leur a donc refilé ces infos, entre guillemets. Oui. Infos, c'est des informations qui après ont été à la base des mythes. On est d'accord ? Bah oui. Voilà. Mais la question la plus simple, c'est, avant de se demander avec quelle civilisation ont-ils pu être en contact au point d'échanger des informations, à l'époque c'était quand même des trucs un peu secrets, tu vois, enfin c'était les castes par exemple chez les Mayas, les prêtres astronomes, tu vois, enfin c'était pas non plus le commun des mortels, tu vois, qui allait mettre son œil dans un télescope, quoi. Tu vois, c'était réservé, enfin c'est normal, après c'est l'histoire de division du travail, ça c'est une autre histoire politiquement, tu vois, chez les Mayas, bref, on parle d'une théocratie, il y a rien de négatif à dire que voilà, qu'il y avait des mecs qui bossaient dans les champs et d'autres qui bossaient dans leur propre télescope à l'époque, tu vois, bref, et donc qui apprenaient des choses sur le cosmos. Bon. Voilà, bon maintenant là on a déjà posé une question énorme qui est, ok, bah à ce moment-là, avant même de continuer dans les détails techniques des connaissances cosmonautiques, astronautiques et cosmologiques aussi des Dogons, la première question ce serait, putain mais avec quelle civilisation avec quel sage de quelle civilisation ont-ils pu échanger des infos à l'époque, bref. Donc si on dit les Dogons au Mali, tu vois, on dit, bon d'accord, ok, moins 8000, moins 6000,
Là, pendant ce temps-là, moins 6000 en Égypte, ça commençait à bouger aussi. Moins 6000, c'est aussi Sumer, enfin moins 5000. Après, on sait que la Chine, c'est peu de temps après, il commence à y avoir des trucs qui se mettent en place, quoi, au niveau... Bon, après, c'est vrai que eux, ils ont des pyramides cheloues dont personne ne parle jamais, quoi. Tu vois, parce qu'il faut voir ça aussi par rapport aux pyramides. C'est pas un hasard que des pyramides, il y en ait partout, chez les Mayas, chez les Incas, en Égypte et à chaque fois sur des... Chine, tu vois, et en Chine. Oui, et à chaque fois sur des... certains trucs, effectivement, y compris Sumer, y compris là, vers le Liban, enfin, la terrasse Baalbek et compagnie, enfin... Ouais, bien sûr, tout ce qui est monticule, enfin tout ce qui est monter des trucs en l'air ou pécho des énergies telluriques ou contrôler des pistes d'atterrissage, enfin ouais, bien sûr. Là, capter les énergies. Ouais, des trucs par rapport à, bien sûr. Donc bon, là c'est vaste, quoi, comme sujet. Bon, écoute. Il y a d'autres trucs, il y aura d'autres trucs quand même à raconter sur les Dogons que les gens trouveraient quand même pas facilement sur le net. Donc je sais pas qu'est-ce que je peux te proposer d'autre, parce que moi là j'ai des marque-pages, tu vois, dans mes propres bouquins, mais ça part vite un peu mystique, tu vois. Par exemple, eux ils pensent qu'il y a plusieurs vaisseaux qui sont descendus, tu vois. Donc eux, ils disent, par exemple, que la toute première nef, en fait, qui est descendue sur Terre, de ces anciens dieux, enfin de ceux que eux ont identifiés comme des dieux, ça s'est passé vers un lac qui s'appelle le lac d'Ebo. Donc c'est à la frontière là, vers le Mali, peut-être côté Niger, qu'autre chose. Bref. Et donc eux, ils disent qu'en fait, cette tradition, tu vois, de sculpter dans le bois, la pirogue, tu vois, tu te promènes au marché, là, puis tu vois des objets quinfres, tu vois, des objets, voilà, tu vois une pirogue, bon. Les mecs, ils disent, en fait, non, mais attends, nous, déjà, là, nous, on perpétue une tradition orale, tu vois. Donc, au-delà de ça, c'est un exercice, en fait, comment on dirait, mnémonique, tu vois, c'est-à-dire de faire travailler la mémoire. Mais bon, là on parle pas sur des jours ou des semaines, on parle sur des milliers d'années, tu vois. Mais les mecs, c'est clair qu'ils reproduisent clairement ce que dans l'Ancien Testament ils appellent le char de Dieu, hein, que Isaïe, Enoch, Ézéchiel ont tous témoigné de... Ah oui, bah là, toutes les civilisations. Voilà, donc on renvoie les gens au débat 6, voilà, et tout ce qu'on peut mettre dans le même dossier que les chars des dieux, surtout dans le judaïsme et dans l'Inde antique, hein, puisque là on est vraiment sur des traductions littérales, les maisons volantes des dieux, tu vois, bon ben là voilà, il n'y a plus personne qui peut arriver, tu vois, avec des fables à 2 balles, parce que là on est dans du concret par contre, quoi. Tu vois, on est dans par exemple les hindous, on sait que c'est moins 4000, moins 6000, tu vois, bon ben, encore une fois à l'époque, voilà, les juifs n'avaient même pas encore construit leur première ville, tu vois. Enfin, je sais pas, Jéricho, a priori, les traces archéologiques, voilà, c'est à peine pile là, quoi. Or, on sait que, voilà, il y avait des civilisations antérieures qui avaient déjà, alors, collecté, compilé, quoi, des infos hautement sensibles, quoi. Donc voilà, donc pour eux, c'est clair que l'arche, en fait, le premier vaisseau qui s'est posé, en fait, c'était une armature. Pour eux, c'était clairement un labo, tu vois, un labo d'ingénierie génétique, quoi. Tu vois, puisqu'ils disent que bon, de là sont sortis, tu vois, les premiers paires de jumeaux, tu vois. Alors là, c'est super intéressant, tu vois, puisque là, on est dans, comment dire, bon, déjà, on est dans un mythe civilisateur hyper important qui est voilà, les mecs, ils arrivent toujours en jumeaux, tu vois. Commun. Archétypal, voilà, on peut dire. Comme des pendants, tu vois, comme le pendant prototypal, ouais. Par exemple, le russe et Seth, tu vois, ou dans les mythologies amérindiennes, pareil, c'est toujours, tu vois, par exemple, chez nous, bon, il y a Tezcatlipoca, tu vois, c'est le miroir, c'est en aztèque, hein, enfin en langue nahuatl, c'est le miroir qui fume, tu vois.
et son pendant, enfin son double positif, c'est Huitzilopochtli. Et lui, c'est le dieu colibri, tu vois. Donc lui, c'est pareil, un représentant du donneur de vie, enfin, comme on dirait, un messager de Dieu, quoi. Enfin, tu vois, lui, c'est un genre de demi-dieu, quoi. Bref. Et en fait, les deux, finalement, quand tu les retrouves sur des stèles, enfin, sur des bas-reliefs ou sur des sculptures dans des temples, tu comprends, enfin, les mecs, ils comprennent à force d'étudier, hein, mais là, c'est carrément les mecs qui étudient les pétroglyphes ou les hiéroglyphes mayas ou aztèques. Bon, là, les mecs, c'est des vies entières, hein, sur le même sujet, quoi. Et donc les mecs, ils en arrivent à dire oui, en fait, c'était peut-être des êtres doubles, tu vois. Donc là, ça nous ramène aux légendes. Pour moi, après, c'est des légendes. Je m'en fous un peu, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que ça nous ramène encore une fois à ces histoires d'être doubles, quoi. C'est-à-dire d'être hermaphrodite, quoi. Donc après, évidemment, comme d'habitude, les monothéistes, enfin les totalitaires, qui arrivent pour effectivement tout brûler et tout cramer, quoi, tu vois. Parce que ça, effectivement, ça leur convient pas, quoi. Mais bon, quoi d'autre non, écoute, il y a du gros travail, parce que là, moi, je vois les marque-pages que j'ai, tu vois, je prends des idées un peu au pif. Déjà, ça me remémore, tu vois, un peu ma jeunesse, quand j'avais la tête vraiment dans les livres, et que j'avais que ça à foutre de traîner dans des amphithéâtres. Mais non, par exemple, les Dogons, bon là je relis, je suis sur un truc où les mecs ils parlent en fait du fondement du monde. Donc eux, c'est comme si eux, ils disaient qu'ils avaient un peu conceptualisé, tu vois, une structure un peu cosmique. Alors c'est un peu comme s'ils avaient pas combiné, mais comment on dit, rapproché. Enfin, comment on dit, pas rapproché. Bon, tu comprends, mais comment on dit, pas rapproché, sinon compilé, rassemblé. Ouais. Donc c'est un peu comme s'ils avaient rassemblé un peu toutes les étoiles, tu vois, qu'ils avaient identifiées. Et donc ils disent en fait il y a 266 signes, tu vois, dans leur univers, quoi. Bon. Et ils disent, et ils citent, tu vois, ils nomment toutes ces étoiles, donc. Et pour eux, c'est clair que tout ça, c'est des cousins, tu vois. Eux, pour eux, c'est évidemment habité, tu vois. Donc moi, ça me ramène à un verset que Bucaille, là, le scientifique français qui s'était converti à l'islam et qui avait appris l'islam et après qui s'était converti à l'islam. En fait, lui, il avait voulu appris l'islam, appris l'arabe, je voulais dire. Putain, et toi, même pas, tu me relèves. Donc le gars, il avait appris l'arabe pour pouvoir justement lire le Coran en langue, en original, quoi, et pour être le plus proche possible de l'original, parce que lui, il trouvait qu'il y avait des drôles d'affirmations un peu au niveau de l'embryologie, justement, tu sais, quand on dit que la graine, elle est protégée à travers 3 parois, tu vois, donc on dit, ouais, c'est le placenta, c'est ceci, c'est cela, c'est bon, ok. Et donc le mec, il était arrivé à trouver un sens, en tout cas une interprétation, même si on sait que normalement on ne doit pas parler d'interprétation, puisque Dieu lui-même dit c'est à moi qu'incombe l'explication. Donc après tous les pseudo-savants qui viennent expliquer, bon on s'en fout. Mais là en l'occurrence, l'interprétation d'un verset qui dirait de toute façon Dieu a fait une infinité de terres et beaucoup sont habitées. Tu vois, beaucoup d'entre elles sont habitées. Donc bon, c'est encore une fois intéressant de voir que par contre les Dogons, tu vois, ils étaient en avance de milliers d'années sur le Coran. Pardon ? Sur le Coran. Sur un peu tout le monde déjà. Ouais. Pas que sur le Coran. Là, en tout cas en astronomie, sur un peu tout le monde, puisque même Sumer ou l'Égypte qui parle de Sirius, bon, les Dogons, c'est ancestral. Sauf que les Dogons, le problème, c'est qu'il n'y a pas de livre. Tu vois ? Donc le sage, il va te dire quoi ? Il va te dire, ouais, non, mais nous, on garde, en fait, les Dogons, ils ont un système de calcul qui est assez incroyable. Déjà, ils ont un rite qui revient tous les 60 ans. Tu vois ? Ils ont un rite, c'est pas ils le font toute l'année, c'est ils le font tous les 60 ans. Tu vois ? Le rite. Tu vois ? Donc ça s'appelle le rite du Sigi.
Et donc, à chaque fois qu'ils font un rite du Sigi, donc tous les 60 ans, le peuple, les mecs, ils construisent des masques et tout, non. Bon. Et après, les sages, eux, ils peuvent dire, voilà, nous, on a des cavernes, tu vois, sacrées, que personne ne connaît, voilà, et nous, on garde les masques, tu vois. Et donc, en fait, imagine, dans sa caverne, il y a 2000 masques, d'accord? Imagine. Bon, je dis 2000 au hasard, quoi. Bon, 2000 fois 60, 2 fois 6, 12, tu vois, 2000, là on est à quoi, 12 000 d'un coup, tu vois. Ah bon, j'ai jamais été trop bon en maths, encore moins. 120 000. Enfin bon, bref, 2000 masques, si dans une caverne ils ont ne serait-ce que 2000 masques, ok, et qu'ils font un masque tous les 60 ans, allez, vas-y, je te le laisse, toi, t'es athlète de haut niveau, vas-y, un coup de calcul mental vite fait, là. Combien fois combien? Et si tu tardes, eh ben, tu cutteras, quoi. 2000 fois? Ouais, 2000 ans fois 60 masques. Bah, 120 000. 120 000 quoi? Masques? Ah, 120 000 masques ou 120 000 ans? Bah... Ça veut dire tous les 60 ans... Attends. Ouais, non mais elle est bonne. Ah oui, je vois ce que tu dis. En gros, il y a 2000 masques dans la caverne. S'il y a 2000 masques et qu'ils font un masque tous les 60 ans. Ah oui, quand bah ça fait... Quand Attends. on fait le premier masque? Ça fait... 300 cycles. 300 cycles de 60 ans. C'est ça? Ouais, je pense. Ok, donc 3 x 6, 18, 180 plus au moins 3 zéros. Ah putain, on est dans les 180 000 années. Ouais, enfin tu vois, c'est le délire, quoi. Là, j'ai perdu le compte, mais je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, voilà, on parle de ça, tu vois. Les mecs, ils peuvent dire, bon, et c'est comme ça qu'on dit, ok, les Dogons, eux, ils ont leur connaissance à peu près intacte, entre guillemets, parce qu'ils l'ont pas, ça n'a pas été descendu, tu vois, comme les sourates sur 25 ans, tu vois. Ils ont eu, comme d'autres civilisations, ont eu accès à des infos, plus ou moins, quand même, on peut dire, entre guillemets, d'un bloc. Enfin, je veux dire, tout un peu en même temps, quoi. Et donc, c'est rentré dans la tradition orale, et quand après, ils faisaient leur rite, au fur et à mesure, voilà, ils construisaient, donc ils comptabilisaient les masques, et puis voilà. Donc un blanc qui est arrivé là-bas, tu vois. Et que le mec, ils sont arrivés, ils ont dit, bon, toi, t'es cool et tout, on va te montrer nos secrets, tu vois. Et les mecs, ils l'emmènent dans une caverne, et il y a 2000 masques, tu vois. Donc le mec, il dit, ah, super, et tout, c'est chouette, et tout. Mais après, en sortant de la caverne, les mecs, ils lui expliquent, ouais, mais tu sais quoi, nous, on fabrique un masque tous les 60 ans. Alors le mec, il dit, ah ouais, d'accord. Tu vois. C'est de la balle, quoi. Parce que là, si tu remets ça en perspective par rapport à l'histoire humaine, sur d'autres continents, il y avait personne, quoi. Enfin, tu vois, si on remonte suffisamment loin, c'est quand même du délire. Donc là, on se dit, bon, de quoi on parle, tu vois. Bon, après, que tu enlèves un zéro, que ce soit 200 ou 2000, enfin, tu vois, ça change plus rien. Au-delà de 200, déjà, c'est quand même assez incroyable. De toute façon, on arrive à des chiffres quand même assez incroyables qui vont donc définir le tout début de la tradition orale. Ok, la première histoire qui s'est racontée autour du feu du grand-père au père au fils, tu vois. Bon, voilà, c'est quand même de la bombe que les mecs ils en arrivent à te dire qu'ils ont identifié Jupiter, Vénus, l'ensemble d'Orion, c'est-à-dire l'épée d'Orion. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle en arabe? Enfin bon, le glaive d'Orion. Attends, Saïf. Le glaive, quoi, le glaive d'Orion. Donc voilà, tout ça, c'est les Pléiades, c'est Sirius. Donc bon, franchement, c'est de la balle, quoi. C'est vrai que ça donne envie tout simplement de ramener les gens au Dogon par le net. Le problème, c'est qu'ils auront des genres de documentaires à moitié New Age, tu vois, à moitié ripon, quoi, tu vois, qui vont les faire passer juste pour des nomades un peu illuminés, tu vois. Or que c'est pas ça. Les mecs, ils ont été en contact. Et bon, la question tout à l'heure, la toute première question, c'est bon, ok, comment ça se fait par contre que voilà, qu'il n'y a pas de traces dans d'autres civilisations à la même époque, tu vois, de contact. Par exemple, il n'y a aucun papyrus égyptien qui dit, ou aucune chronique égyptienne, parce qu'on peut leur faire confiance, hein, les Égyptiens, ils ont inventé le journalisme,
pouvait pas se passer un seul truc dans tout leur empire sans que ce soit consigné ou sur un mur ou sur un putain de papyrus, tu vois. Donc c'est pour ça que le bluff de Jésus, c'est un bluff pour enfants, tu vois. Parce que si Jésus avait existé, carrément les Égyptiens ils en parleraient, tu vois. Les premières sœurs jumelles, donc c'est celles qui après vont donner les premiers couples d'humains. Oui. Donc là, effectivement, on repart un peu dans de l'ingénierie génétique, parce que tout ça, ça se fait pas sur Terre. Pour eux, c'est clair que l'humanité, elle a été générée, alors, ou bien là-bas, ou bien sur Sirius, ou bien en chemin, tu vois. Comme s'il y avait eu des premiers vaisseaux, mais que ça aurait merdé, la colonisation, tu vois, ou l'atterrissage, on va savoir. Et donc, eux, ils disent qu'en fait, pendant que les deux premières sœurs qui allaient après justement donner l'humanité peut-être en chemin entre Sirius et notre soleil à nous. En fait, le premier esprit, tu vois, donc qui correspondrait après en chamanisme, au premier chaman, ou bon, on va dire le premier esprit pour pas parler d'ange. Mais admettons, si on parlait avec des croyants, on dirait ok, à ce moment-là, le premier ange, tu vois, lui il s'est promené en zigzag tout autour dans l'univers, tu vois. Lui il se promenait, genre il attendait, tu vois, genre il savait pas trop quoi foutre, donc en fait il se promenait dans l'univers en expansion, tu vois, pendant que Amma, donc Amma pour les Dogons, c'est le cosmos en expansion, le cosmos conscient de lui-même, tu vois. Donc là après les croyants les plus tolérants, ils diraient tu vois, on pourrait remplacer ça par Dieu. Bon ouais, si vous voulez, comme ça on continue à discuter ensemble, mais après et comme ils veulent, tu vois. En attendant, le cosmos conscient de lui-même, les Dogons appellent donc Amma, quoi. Lui, il envoie des esprits aux quatre coins de son univers en expansion, puisque les Dogons avaient carrément compris que l'univers il était non seulement en mouvement permanent, mais surtout en expansion, quoi. Donc là, encore une fois, tu vois, là c'est carrément... encore un anachronisme. Ouais. Ah ouais, là c'est 8000 ans avant Einstein, tu vois. Et tous les contes grecs qu'ont suivi Aristote et Platon, tu vois. Là, on est mort de rire, quoi. Donc voilà, il est dit en fait que... alors bon, il y avait déjà plusieurs esprits, en fait. Il y avait déjà plusieurs héros civilisateurs, on va dire, ou plusieurs demi-dieux, on va dire. Donc il y en a un qui s'appelle Nomo, tu vois. Donc lui, il était tout seul dans son vaisseau. C'est lui qui se promenait dans l'univers en expansion, mais vraiment en zigzag, tu vois. C'est-à-dire, en fait, il s'en foutait, il tuait le temps. Comme s'il tuait le temps, tu vois. Il cherchait rien. Il cramait un peu de carburant, il tuait le temps parce qu'il savait qu'il y avait une chronologie, un timing à respecter, quoi. Voilà. Pendant ce temps-là, il y a un autre esprit primordial, on va dire, ou un autre ange ou un autre demi-dieu. Lui, il s'appelle Ogo. Et alors, comme au Mexique, enfin comme chez les Indiens en général, ces paires de jumeaux qui finalement précèdent pratiquement toujours à des genèses de peuple, quoi. Il y en a toujours un qui est super gentil, l'autre qui est méchant, l'autre qui est super facétieux, l'autre qui est super chiant et compagnie. Enfin, c'est toujours des histoires d'extrême inverse, qui nous ramènent direct au Tao, quoi. Enfin, aux opposés complémentaires. Et donc, lui, Ogo, en fait, lui, il se faisait chier, mais lui, il n'avait pas envie d'attendre, tu vois, comme l'autre qui était quand même assez, comment on dit, obéissant. Et donc, Ogo, lui, il a volé plusieurs nerfs, tu vois, de l'intérieur de la structure de Amma, lui-même, enfin, du cosmos en expansion. Et lui, il descend. Et lui, il dit, ouais, moi, j'en ai rien à foutre, j'y vais, quoi. Même si, tu vois, le timing, c'est pas encore, tout n'est pas prêt et tout. Bon. Et lui, il dit, moi, je descends sur Terre, tu vois. Et donc, lui, il sort du système des Pléiades. Non, enfin, il dit pas, je descends sur Terre parce qu'il n'est pas au-dessus de Terre, mais il dit, je vais vers la Terre. Voilà. Donc, il sort de leur système. Donc, déjà, il sort du système Sirius, donc système solaire à étoile triple. Il traverse les Pléiades, il frôle Orion, bam, il déboule vers chez nous, tu vois. Et là, il dit, moi je descends et je fous la merde, tu vois. En fait, Ogo, c'était le premier punk. Donc le mec, il descend. Et donc, là, les vieux sages Dogons, quand ils te font les schémas
pas de sorcellerie, mais comment dire, quand ils font les schémas de leur propre mythologie, on va dire, ils font les schémas sur le sable. Et donc là, le mec il dit, en fait, voilà l'autre Ogo là, donc il y avait un vaisseau a priori bien plus intéressant que le vaisseau du Nomo. L'autre Ogo, alors ça c'est des témoignages ovni officiels, tu sais, il y a plein de gens qui peuvent témoigner de, par exemple, tu vois une lumière, mais carrément la seconde d'après, la lumière elle se divise en deux, et donc tu vois deux lumières. Oui. Après tu vois le balai lumineux de deux objets, quand la fraction de seconde avant, il était qu'un dans le ciel, tu vois. Donc là c'est pas, il y en a un qui est arrivé. Oui. On est d'accord, bon, c'est un qui se scinde en deux. Donc c'est une technologie que nous on comprend pas, qu'on n'a pas, bref. Et ben là les Dogons, ils disent ça. Ils disent Ogo, clairement, ils disent Ogo, son vaisseau, il était mieux que le vaisseau du premier jumeau, tu vois, du Nomo, quoi. Et lui, Ogo, il dit, allez, je descends. Il dit, non seulement j'y vais, je fous la mer, je descends, j'attends pas le timing, j'attends pas les ordres, j'attends pas l'ordre du jour. Voilà, et j'y vais, tu vois. Et il part avec, dans ses soutes, tu vois, il part quand même avec toute une ingénierie et génétique. Donc là, c'est vrai que c'est assez flou, tu vois, on ne sait pas si c'est déjà, tu vois, des premières générations d'humains qui est dans les cales, dans les soutes, comme on le voit dans tant de films de science-fiction, tu vois, où les humains, quand ils se barrent loin, et ben, dans des vaisseaux pour des voyages, des il n'y aura pas de substances. retour, tu vois. Ils emportent des colons en cryogénisation, ou ils emportent même des souches, enfin voilà, ils ont les soutes pleines de voilà, des arbres et des graines et des humains qui feront se développer dès qu'ils trouveront une planète terraformable, et bref. Bon. Donc voilà, on dit que les Dogons disent que Ogo, qui était quand même un fouteur de merde mais qui avait de l'humour, bah lui, il a utilisé sa technologie, sa super technologie, une fois qu'il est arrivé au-dessus de la Terre, parce que il y a des humains qui l'ont vu. Donc des premiers grands-pères qui ont consigné, enfin qui se sont rappelés des histoires, d'où la tradition orale qui remonte à... Bref. Et les mecs, ils disent, en fait, voilà, il s'est séparé en deux, et il y en a un qui est descendu par enroulement, enfin en spirale, quoi. Donc c'est comme la spirale, c'est l'ADN, en fait. C'est ni plus ni moins l'ADN. L'ADN humain. C'est la double spirale, en fait. Tu vois ? Ça déchire. Donc il dit, d'un côté, il descend en enroulement, donc en double spirale. De l'autre côté, il descend en vibration. Et donc là, c'est, c'est par rayonnement, tu vois. Bon. Et en physique des particules, et aussi en mathématiques, voilà, l'autre de Broglie, là, je sais pas qui, là, c'était un mec bien quand même. Bon, les mecs, ils ont clairement défini que l'énergie, de toute façon, il y avait deux formes d'énergie. C'est l'énergie, elle est ou ondulatoire ou vibratoire. Il n'y a pas trois formes d'énergie. Il y en a que deux. Bon, après, je parle pas du type d'énergie, je parle de la forme d'énergie. Donc que les Dogons, tu vois, ils puissent dire dans leur bon, là on est au-delà des légendes, hein, on est même au-delà des mythes. Enfin si, on est dans le mythe fondateur de leur civilisation. Donc on est malheureusement dans de la tradition orale parce que par contre ils n'ont jamais rien écrit. Donc voilà, eux ils parlent de l'enroulement en spirale et de la vibration et du rayonnement en vibration, quoi. Donc là ça déchire tout parce que là ça veut dire 8000 ans avant Einstein, quoi. Et avant surtout de Broglie, là, ce mathématicien français qui nous a fait gagner un bond énorme quand il s'est mis à travailler, quoi. Donc voilà, bon, à partir de là, après ça part dans des flashbacks personnels au Mexique. Donc tout ça, ça vous concerne pas. Après, un peu plus loin, je sais que j'ai un truc consigné avec un petit marque-page. Et là, on est sur... Bon, voilà, on revient sur Sirius B, invisible à l'œil nu. Et Sirius C, donc comme je disais tout à l'heure, ce qui est juste à l'état d'hypothèse. Bon, hypothèse vérifiée, mais hypothèse vérifiée par un truc qui est invisible. Donc ça déchire quand même. Tiens, tu vois, ça nous ramène au débat de l'autre fois, où on était sur le réel dans le visible, le réel dans l'invisible, et après on était dans l'illusion dans le visible et l'illusion
explosion dans l'invisible. Bon, là, carrément, de quoi on parle, tu vois? On parle de Sirius C, qui est tout juste imaginable par les plus grands mathématiciens et les plus grands physiciens, et les astronomes qui se demandent ce qu'ils voient, parce qu'ils voient une fluctuation, mais ils ne voient pas quel est l'objet de la fluctuation. Mais donc ils peuvent prouver qu'il y a forcément un Sirius C qui tourne autour de Sirius B, qui lui-même tourne autour de Sirius A, quoi. Donc ça déchire pas mal, quoi, quand même. Donc, évidemment, en secret. Donc ça veut dire pas sur la Terre. Pas, tu vois, pas à l'œil, enfin pas visible par d'autres humains. Enfin non, par d'autres humains par définition non, puisque c'est les premiers humains, mais ne serait-ce que par les animaux, tu vois, qui ont été peut-être créés avant les humains. Enfin ça dépend quel ordre, qui est arrivé, bref. Mais en tout cas, bref, le mec dirait, ok, la création exécutée en secret, c'est-à-dire pour eux c'est dans les clavicules de Amma, quoi. C'est-à-dire dans l'infrastructure même du cosmos structuré lui-même en œuf plein, tu vois. Plein de quoi? Plein de compartiments de vie, quoi. Tu vois. Bon, après, ça c'est du mysticisme. Hein. Eux, ils ont leur mot pour dire ça. Nous, on essaie d'expliquer ça en français. Quand tu vois les musulmans, comment ils se déchirent entre eux sur des histoires de virgules, tu vois, ou de voyelles mal placées. Enfin bon, c'est vrai que là, c'est quand même chaud, quoi. Oui. Mais bon, admettons, les mecs, ils diraient, de toute façon, le vieux sage te dirait, de toute façon, qu'en fait, la première expérience, elle a échoué. Donc eux, ils disent, en fait, clairement, la première création, alors on ne sait pas si elle a échoué parce que ils ont essayé justement de créer sur Terre, ou que en chemin, tu vois, mais Ogo, le punk, là, le second esprit, donc pas obéissant, lui, il a merdé. Donc la première création, de toute façon, elle a merdé et elle s'est pas faite, tu vois. Par contre, toute la description du programme génétique, enfin du programme initial, quoi, comment dire, toute l'ingénierie génétique, elle a été réutilisée après, un peu plus tard, pour la seconde création. Donc si après on dit que la graine, par exemple la graine sacrée chez les Dogons, c'est la graine d'un truc qu'ils appellent le séné. Bon, et pour eux c'est la graine sacrée par définition. Eux ils font une analogie directe entre l'ADN humain et la graine de cette plante, qui est un céréale, enfin bref. Bon, après, truc hasardeux, enfin truc marrant, c'est la plus petite graine du monde. Tu vois, qui finalement, symboliquement, représente quand même l'univers entier, quoi, puisqu'elle représente toutes les forces actives de l'univers en mouvement, tu vois, au travail, quoi. Et puis surtout, voilà, l'ADN. Donc eux, ils disent que la graine de Séné, elle est tombée dans l'océan primordial. Tu vois. C'est-à-dire qu'eux, ils reviennent sur des notions de cosmologie, hein, qui expliquent comment la Terre elle s'est refroidie au bout d'1 milliard d'années, et puis qu'au bout de 2 milliards d'années, en fait, il y a eu, par évaporation, bref, il y a eu un océan primordial qui couvrait toute la Terre et qu'il a fallu attendre encore des millions d'années pour que les premières terres émergent. Donc là-dessus, c'est intéressant de se dire que justement, quoi, les Dogons pouvaient affirmer des trucs de mathématiques, enfin voire de mécanique ondulatoire, tu vois, puisqu'ils disent que finalement le truc le plus important au monde, la création commence par une graine, tu vois, c'est-à-dire une particule initiale dans le commencement de toutes les choses, finalement, dans le commencement du monde, en l'occurrence dans la création, avec un C majuscule. À la base, ce serait une graine pour eux. Tu vois. Bon, pour moi, c'est une molécule, tu vois, c'est l'ADN qui tombe en kit. Bon, eux, ils n'ont pas de notion d'ADN, ils connaissaient pas les deux fous. Oui, forcément, ils devaient faire avec leur... Voilà, ils étaient dans leur symbolisme à eux, quoi. Donc si eux, ils disent, la graine de Séné, elle est sacrée. Voilà. Bon, de se dire que, tiens, pour eux, la graine la plus petite qui existe au monde, là, en ce moment, enfin, depuis toujours, enfin, la graine, quoi, et ben, comme par hasard, c'est pour eux la graine qui renferme l'ADN, que si on déplie l'ADN que l'homme, il a en lui, un homme. Hein. Un homme. On lui sort l'ADN du corps, on le déplie et on l'étend, et on a, je sais plus combien, 17 fois la distance de la Terre à la Lune. Non mais attendez là. Oui, ça c'est connu. Ouais. Voilà, ça déchire tout, quoi.
là, venez m'expliquer là vos histoires de Caïn et Abel, tu vois, là je suis mort de rire, quoi, tu vois. Parce que là on est bien au-delà de tu vois. Enfin bon, bref. Donc voilà, effectivement, les mecs, les mecs qui ont commencé à bosser sur les rapports que ce premier ethnologue là renvoyait depuis le Mali, quoi. Une fois qu'il commençait à être initié, bon, effectivement, on peut faire un parallèle avec une révélation espacée sur bon. Lui, en tout cas, il est resté, je sais pas, 7-8 ans chez eux, et puis après, il a fait beaucoup d'allers-retours. Mais donc voilà, lui, il a été initié, il a vu les grottes, il a vu le nombre de masques, tu vois, il dit je me suis arrêté, je pouvais plus les compter, quoi. Donc que ce soit 200 masques ou 2000 masques, ça veut dire, voilà, les Dogons, ils peuvent authentifier une tradition orale qui remonterait à, de toute façon, 10 000 ans, voire plus. Donc ça déchire tout. Parce que là, même même les Sumériens, ils n'étaient même pas dans les couilles à leur père, tu vois. En Égypte, pareil, c'était encore une mare. Enfin, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait même pas un putain de cactus, tu vois. Bon, il y a nous, par contre, en Amérique, nous, on était déjà organisés, on avait déjà, on divinisait des animaux, on personnifiait des animaux, et puis on personnifiait des éléments du cosmos, quoi. Des éléments de la nature, finalement, des forces nucléaires vives, quoi. Par exemple, le rayon, l'éclair. Donc voilà, le dieu de l'éclair, le dieu de la pluie, le dieu de ceci, cela, bon, bref. Donc le fameux schéma, tu vois, logique de personnifier des forces, puis de les diviniser, puis de fabriquer des religions de toutes pièces, tout autour d'un seul élément qui a été divinisé, quoi. Donc d'où après le polythéisme, et puis après par sophistication, et aussi sûrement par souci de nationalisme, déjà passer au monothéisme, quoi. Passer du polythéisme au monothéisme, et commencer à affirmer des trucs totalitaires du genre ici c'est chez nous, non. Ah oui, mec. Ah oui, ouais, je sais bien. Je veux dire, moi j'ai une théorie là-dessus, elle est personnelle, hein. C'est parce que là on est dans l'histoire avec un H majuscule, mais moi après j'ai mes théories personnelles. Mais voilà, les premiers juifs là qui sont revenus vers Canaan, là on est dans l'essence même du nationalisme. Donc après ça se comprend, hein, c'est totalement justifiable. Pour fédérer les tribus, faut d'abord poser des frontières. Faut dire d'abord ici c'est chez nous, quoi. Puis après, c'est de dire, quoi, il y avait des gens avant? Ouais, bah, ça dépend. Ah, ceux qu'on a tués? Ouais, non, mais bah, vas-y, oublie, on les a tués. Donc, comme ça, c'est réglé. Non, ça, c'est chez nous. Bon, d'accord. Canaan. Bon, après, c'est vrai que les grands savants, même Asimov, tu vois, même Isaac Asimov, là-dessus, il reste humble, tu vois. Et il dit, bon, après, évidemment, si Canaan, de toute façon, c'était des tribus proto-sémitiques, tu vois. Donc, finalement, c'est des mecs qui rentrent quand même chez eux, tu vois, à un moment donné, quoi. Mais c'est vrai que la sortie d'Égypte étant très floue, tu vois, historiquement parlant, tu vois, c'est quand même un bluff. Donc après, tout ce qui vient après, c'est aussi forcément un peu bluff, quoi. Puis à la base, il y a déjà un bluff, puis quand tu remontes 2000 ans plus tôt, là, il y a déjà aussi un mensonge primordial, et puis quand tu remontes encore 500 ans plus tôt, tu dis, là, c'est l'origine du mensonge, tiens. Là, tu les voiles, tu les crames. Ouais. Tu disais, si c'était un pluriel, pourquoi vous en avez fait un singulier déjà? Oui. Bah ouais, dès le départ, dès la racine. Ah bah ouais, dès la racine. Il y a le ver dans le. C'est l'histoire du serpent. C'est éclairez-moi là-dessus, quoi. Ramenez-moi vos plus grands rafs, tu vois. Et moi, parlons-en, tu vois. C'est quoi votre arbre là? Un jour c'est l'arbre de la connaissance, le lendemain c'est l'arbre du fruit défendu, après c'est l'arbre interdit, après c'est en attendant, vas-y mange une pomme et voyons si t'es plus intelligent après. Non. Bon, par contre, grignote 2 champignons entéogènes, on va voir si d'un coup t'as pas la vision panoramique, tu vois. Donc voilà, après si on dit ok, peut-être c'était un entéogène qui poussait sur ce tronc, tu vois, voir des plantes, on n'en avait pas encore parlé de tout ça parce à chaque fois on ouvrait les parenthèses mais on les refermait vite fait sur d'autres axes, mais il faut voir aussi les daturas, tu vois. Les daturas c'est très important parce que c'est des on retrouve les feuilles
variétés, elles sont toutes antéogènes. Enfin, je veux dire, et la datura, attention, chez nous, il y en a aussi en Amérique, et nous, on touche pas, tu vois. On dit non, ça c'est pour les sorciers noirs, tu vois. Bon, c'est pas pour rien. Bon, bah, si eux, c'est non pas un super cool champ, tu vois, mais que c'était plutôt des feuilles, voire des... Enfin, en plus, la datura, tu peux tout utiliser dans la datura. Le principe actif, il est dans tout. Il est dans les feuilles, dans les fleurs, dans la tige et dans les racines. Donc, la plante, elle est hautement révélatrice, tu vois, pour utiliser un mot de monothéiste. Donc voilà, comme par hasard, après, bon, évidemment, si les feuilles, c'est une datura qu'ils avaient dans leur jardin d'Éden, et qu'ils l'ont vite fait appeler fruit défendu, parce qu'au début, il s'appelait arbre de la connaissance, ça dérangeait personne, mais voilà, quand il a fallu camoufler la vérité, ils n'ont pas réussi à bien la camoufler, et c'est pour ça que la vérité, qui ressort, malgré tous leurs mensonges, ça ressort par petites pointes, tu vois, petits détails où on dit ah putain, tu vois, et là c'est comme si tu tires un fil d'une fringue, tu vois, tu tires un fil et tu dis ah putain, là j'ai un fil de vérité, merde, faut que je le tire, tu vois, mais bam, il pète, tu vois, et tu vas pas beaucoup plus loin, quoi, parce que leur mensonge il a été planifié sur des centaines d'années, quoi. Déjà entre la réécriture tu vois, de la première version à la deuxième, puis après les Talmudiens qui sont venus écrire leur truc par-dessus, après les mecs 2000 ans après, ils osent te dire non, mais le Talmud, en fait, c'est la Torah orale. Quoi? Ah, vous êtes sale, vraiment, mais comment vous êtes sale? Putain, c'est incroyable. Enfin, bref. Bon, on a déjà suffisamment parlé des mythes cosmogoniques, c'est-à-dire la façon dont eux, ils conçoivent le trajet qu'il y a eu entre Sirius et la Terre, hein, puisque eux, ils ont carrément la route du sang, quoi. C'est-à-dire, eux, ils ont en mémoire, dans leur tradition orale, le trajet même, tu vois, le chemin qu'ils ont fait, quoi. Qui partent de Sirius, enfin, donc, l'une des planètes qui tourne autour de l'un de ces trois soleils, quoi, enfin, Sirius A, B ou C. Et donc voilà, eux, ils ont la route du sang. Donc, eux, ils peuvent dire, et on en a parlé tout à l'heure, hein, plutôt vers le début, il me semble, quand j'ai essayé de schématiser la route du sang, c'est-à-dire le trajet, quoi. Bon, après, effectivement, c'est flou, on ne sait pas à quel moment du trajet la création elle a été mise en branle et pourquoi elle aurait merdé, pourquoi il y aurait eu une première création avortée, quoi. Bon, bref. Donc, on dit qu'on a déjà vu les mythes cosmogoniques et l'astronomie Dogon, c'est clair. Et là, moi, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est des trucs qui sont encore à peu près trouvables facilement sur le net, parce que comme c'est des rapports astronomiques, si tu veux, bon bah c'est des faits, quoi. Même si c'est déjà sûrement mêlé à des trucs New Age, tout pourri. Mais bon, admettons. Donc là après on peut dire que bon, la théorie des anciens astronautes, ce que toi et moi enfin ce que toi tu t'es en train d'étudier, quoi, et bon, bref, on peut dire que si on étudie la mythologie de Dogon depuis le point de vue de la théorie des anciens astronautes, on se rend compte que là, en plus, voilà, il y a des connaissances astronautiques et il y a même des connaissances cosmonautiques. Donc, je m'explique. Le mec, il dit que quand l'arche elle est descendue, alors, il dit qu'au moment de l'impact, les deux représentations de l'impact sont contenus dans le schéma, puisque eux, ils voient tout en tant que schéma. Ils sont capables de te raconter toute une histoire, mais de te la dessiner en même temps dans le sable. Bon. Alors ils précisent qu'en fait, quand l'arche elle descendait, et là le mec il utilise l'imparfait, tu vois, ils disent bon, quand l'arche elle descendait, l'espace il avait 4 angles. Par contre, quand l'arche elle est descendue, l'espace il est devenu 4 côtés. Et ça, c'est extrêmement intéressant, tu vois, en mathématiques, parce que peut-être que pour les gens qui s'en foutent, c'est juste que des histoires de conjugaison, mais je te la refais, tu vois, vite fait. En fait, quand l'arche descendait, l'espace, il était 4 angles. Mais une fois l'arche descendue, l'espace est devenu 4 côtés. Bon. Et en fait, là, mine de rien, en mathématiques, tu viens de passer d'une géométrie linéaire à une
il y a des Dogons qui parlent français. Hein. Le mec dont je te parlais, là, l'ethnologue, qui est resté des années là chez eux, qui a le maximum de matériel, qui a justement, lui, été initié, donc a été voir les cavernes et tout, bref, qui a été emmené dans les cavernes. Bon, lui, il dit clairement, il dit on avait des sages. Il dit qu'il avait 2 sages face à lui qui parlaient français, et il avait au moins 5 interprètes, tu vois. Et bon, le Mali, franchement, dans les années 50, bon, voilà, c'était déjà colonisé depuis X années, tu vois, il y avait déjà toute une flopée de fonctionnaires, tu vois, première génération, tu vois, de africains, donc maliens, hyper francisés, tu vois, déjà, quoi. Donc bon, on peut pas dire que c'est du hasard, tu vois, cette histoire d'utiliser des conjugaisons différentes pour parler, et là, tiens-toi bien, tu vois, pour passer, franchement, de géométrie linéaire à géométrie angulaire. Ça, c'est-à-dire que même un mathématicien blanc, il peut pas le faire comme ça en une seule phrase. Tu vois, et eux, ils te le font en une seule phrase, tu vois. Ça déchire tout. Peut-être, je sais pas, hein, peut-être que tu te rends pas bien compte, mais bon, il faut une capacité d'abstraction mathématique incroyable pour arriver à comprendre ça, tu vois. Oui. Enfin, quand même, quoi. Et surtout, ça fout un coup de pompe, c'est là où c'est très punk, c'est que ça fout un coup de pompe dans la géométrie euclidienne, mais d'une manière, mais d'une force. C'est-à-dire que là, carrément, en fait, bon, mais ça, c'est pareil. Nous, ça, on l'a compris que dans les années 80. La géométrie euclidienne, elle est plus valable dans les problèmes spatiaux. La géométrie euclidienne, elle est valable que sur Terre, tu vois. Avec nous, notre petite vision un peu atrophiée, tu vois, d'un espace à 3 dimensions, tu vois, où on conçoit juste la 4e dimension comme étant le temps, en tant que 4e dimension. Mais nous, désolé, nous, on peut concevoir qu'un univers à 3 dimensions. Bon. Eux, franchement, si les mecs ils sont capables de passer de la géométrie linéaire à la géométrie angulaire en une seule phrase, c'est juste impossible. Parce que franchement, en moins de 8000, ou même en moins, même admettons, allez, en étant large, en moins 3000, tu vois, les nomades qui courent derrière des moutons pour pas qu'ils s'égarent, oui. Les mecs, impossible. C'est impossible, Daniel, d'avoir une capacité d'abstraction mathématique de ce point-là. Tu vois, au point de dire, ok, la géométrie euclidienne, elle sert plus à rien. Les Grecs, qu'ils aillent se faire enculer. C'est pas pour rien, hein, ce proverbe. Enfin, de toute façon, moi, j'ai une dent contre les Grecs. Non, mais moi, j'ai une dent contre les Grecs, ça c'est clair, tu vois. Et dans leur traduction arabe, et dans leur traduction de l'Ancien Testament en grec, déjà, là, j'ai une dent contre eux parce que là, ils ont menti. Après, pas besoin de parler de comment ils ont volé et mal traduit les trucs égyptiens, justement en rapport à l'Atlantide et compagnie. Donc après, leur fausse histoire de démocratie avec des meufs qui n'ont pas le droit de vote et des esclaves à tout va, que comme par hasard, c'est des esclaves jeunes, garçons, beaux et nus comme ça, eux, dans leur canapé, tu vois, à bout de bras, ils peuvent leur toucher les boules. Tu vois, moi, les Grecs, de toute façon, no way, tu vois. Aucun respect, quoi. Aucun respect pour les mathématiciens grecs, puisqu'on sait que le non-aristotélisme, qui est un courant de pensée, quoi, justement fout en l'air tous les potentats d'Aristote et d'Euclide. Tu vois. Donc moi, évidemment, quand à 15 ans, je suis tombé là-dessus, tu vois, sur les Dogons, j'étais émerveillé de me rendre compte que des pasteurs nomades, enfin pasteurs dans le sens mouton, hein, pas dans le sens bref, pour les gens qu'on les doigts coincés dans le cul et qui nous écouteraient là, à pas comprendre de quoi on parle. Donc quand on dit pasteur, on parle de ceux qui ont des moutons, quoi. Bref. Donc, ok, comment ces mecs-là, ils ont pu conceptualiser des comment dire, oui, justement, des concepts mathématiques que nous, on développe que depuis à peine 50 ans, tu vois. Et les plus grands cerveaux. Ah ouais, encore un anachronisme. Ouais, ça déchire tout. Ça déchire tout. Alors évidemment, comme on disait au tout début de la conversation, ouais, a priori le programme Sirius, il va s'étaler sur trois épisodes, je crois. Donc, mais oui, après, toi tu cutteras, mais effectivement, c'est intéressant de se dire qu'il y a des civilisations qui ont eu des preuves, enfin, qui ont gardé, qui ont récupéré des trucs, comme tu disais au tout début, vraiment des réels
anachronismes technologiques, c'est-à-dire par exemple l'Égypte où les mecs ils retrouvent une lampe à électricité, quoi, une lampe. Oui, basse tension. Voilà, un truc avec l'électrolyse là vers le bas, c'est un tube un peu sculpté, c'est joli en plus, il est beau l'objet, voilà. Non, sérieux, hein, l'objet il a été re-stylisé par des scientifiques avec des imprimantes laser là, enfin comment on dit, des imprimantes 3D là. Et, apparemment ça servait à faire des outils, je crois. Ouais, ça déchire. Et les mecs ils disent ok, dans le bas empire égyptien, enfin dans l'Égypte antique, genre moins 3000, ils avaient déjà l'électricité. Ah vas-y, elle est bonne ça là. Ah ouais, s'ils avaient compris l'électrolyse, ils étaient capables de faire de l'électricité. Donc voilà, ça déchire. Bon, j'en allume une, je vois si je peux aller un ou deux détails plus loin. Attends, parce que quand même, là, j'avais pas tourné la page. Ouais, bon, par exemple, tu reprendras à partir de là. Donc on dit qu'effectivement, l'arche s'est posée dans le désert et il s'est posé en été. Ce pourquoi la position, c'est comme si là le timing il avait été respecté, tu vois. Donc eux, ils se posent en position solsticielle du nord, donc ça veut dire le soleil il est au zénith, quoi, au zénith de sa puissance, tu vois. Et effectivement, dans la tradition orale, les mecs disent, au moment de l'atterrissage du Nomo, tu vois, carrément il était rouge, le truc. Ah oui, il chauffait au maximum. C'est-à-dire que le truc déjà il transperce l'atmosphère, tu vois. Oui. En position de solstice du nord, c'est-à-dire carrément le zénith, c'est-à-dire l'astronef, tu vois, il est arrivé et carrément dans la tradition orale ils disent qu'il était rouge tellement il chauffait, quoi. Donc lui-même, donc le soleil lui-même est obscurci, tu vois, par enfin en tout cas les témoins disent, enfin dans la tradition orale, les premiers sages disent pouvoir se rappeler des tout premiers sages qui ont vu donc l'atterrissage de leurs propres yeux, hein, d'où l'idée d'une tradition orale, et que donc ils disent que carrément il a même aussi obscurci le soleil. Donc ça veut dire que ça devait être quand même un truc assez énorme, tu vois, assez énorme pour parce que là après c'est des histoires d'appréciation de distance, tu vois. Mais si toi t'es là, posé là, assis là, et que tu regardes par exemple un truc qui se pose à 200 mètres de toi, bon, t'es à peu près capable de dire quelle taille il a, tu vois, en fonction des degrés. Enfin, je veux dire, bon, on n'a pas tous un œil de géomètre, on n'a pas tous un œil bionique, mais enfin, tu te rends compte quand même de la taille d'un truc selon la distance oui, bien sûr. à laquelle il se pose, quoi, même si c'est bon, plus ou moins flou, bref, quoi. Donc bon, effectivement, l'autre, elle s'est tellement échauffée qu'elle arrive au niveau du lac, donc du lac d'Ebo, qui est pour les Dogons l'atterrissage de la première nef avec la seconde création, puisque dans leur mythe, la première création avait merdé, quoi. Et donc ils disent que effectivement le relief de ce désert, le relief justement, il atteste d'un réel accident géologique, tu vois, très ancien. Et les mecs, les scientifiques, ils ont prouvé que c'est pas un accident c'est pas comment ils appellent ça, un accident circulaire météoritique. Tu vois, c'est pas un météorite qui est tombé là. Tu vois, c'est prouvé. Ça, le je veux dire le relief dans la Terre même, c'est pas du tout un truc circulaire météoritique. Tu vois, c'est pas non plus crypto-explosif comme tu sais le fameux incident là en Sibérie dans les années 1900 et quelques là. Ça te dit quelque chose ou quoi? Oui. Oui. Bon, ok. Donc ça, c'est plutôt des trucs crypto-explosifs. Donc non, on dit que le cratère, il est du Pléistocène déjà, donc du Tertiaire ancien. Donc là, on est entre moins 20 000 et, bon, avec la dernière glaciation, la Jurne 4, entre moins 20 000, moins 12 000, voire... voilà, tu vois, en tout cas, on est avant le déluge. Pour ceux qui ont envie de faire des chronologies noéchiennes, ou je sais pas comment on dit, énochiennes, enfin bref. Donc tertiaire récent, Pléistocène. Tu vois. Donc là, ça déchire tout, quoi. Parce que là, les mecs sont en train de te parler d'un atterrissage d'il y a 20 000 ans, ou d'il
d'il y a 15 000 ans ou d'il y a 12 000 ans, enfin au minimum, quoi. Bon. Et donc de là, les mecs, de cette idée du métal qui brûle, enfin qui chauffe au maximum, Ouais. de là, les Dogons tirent un mythe ancestral, un des mythes les plus importants de toute leur connaissance, c'est le mythe du forgeron, tu vois. Et c'est très intéressant parce que le mythe du forgeron, tu le retrouves quand même un peu partout dans les civilisations antiques. Tu vois, Chine, Égypte, et puis Mésoamérique, sauf que Mésoamérique c'est différent parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus tard qu'ils ont commencé tu vois, à comprendre les histoires de métaux, quoi. Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans ces considérations-là, sinon là on en repart pour 1 heure. Donc, disons que pour les Dogons, eux ils disent le forgeron c'est celui qui est descendu de l'appareil, enfin de la 2e arche. Donc là on parle pas de la 2e création, là on parle d'un 2e appareil, tu vois. Là, attention, tu vois. Donc il dit, lui il s'est posé à peu près à la suite du premier, tu vois. Enfin en tout cas géographiquement parlant. Et donc il dit, par contre celui-là c'était un plus petit appareil, tu vois. Genre ça se trouve c'est un genre de monospace, tu vois. Donc là tout de suite le mythe, il assimile forcément l'organe sexuel masculin au homo. Bah, tu vois, par des histoires de pénétration, enfin là c'est de la symbolique mythologique, quoi, normal, hein, un truc qui rentre dans la terre, un truc qui se fiche dans la terre, tu vois, un truc qui reste planté dans la terre. Bon, de toute façon, ça c'est là, dans toutes les civilisations antiques, les symboliques d'organes masculins, tu vois, comme chez les hindous, le mec il l'expliquait là dans sa vidéo, c'était assez bien expliqué. C'est assez clair, le truc avec le lingam et le je sais pas quoi là, tu sais, les obélisques et tout. Enfin, oui, mais ça oui, là, bien sûr. Tout le truc phallique qui a absolument rien de négatif. Voilà, c'est les mecs qui conceptualisaient les forces. C'est des polarités, ouais. Forcément, ils ont conceptualisé le masculin qui tend vers le ciel, et puis ils ont conceptualisé le le féminin. Qui serait évidemment un truc, par exemple une cuvette, enfin en tout cas un truc plus terrestre, genre une vallée, tu vois, qui serait effectivement en forme de creux, en forme de vulve, en forme de tout ce que tu veux, de récipient, de tout ce que vers l'intérieur, quoi. Ouais. Voilà, l'intérieur, mais de toute façon c'est comme d'habitude, c'est le Tao, c'est l'interne et l'externe. Oui, c'est les polarités, ouais. Voilà, les polarités, les opposés complémentaires, ça et l'autre. Donc encore une fois, on ouvre la parenthèse juste pour leur faire mal aux oreilles, tu vois. Je veux dire, mais putain, mais qu'est-ce que vous avez avec ça? Il y a rien de sale, il y a rien de malsain, il y a rien de criminel à conceptualiser l'élément masculin qui n'est pas en opposition, qui est en totale complémentarité avec l'élément féminin. Et ça, c'est taoïste.